Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro là à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par WhatsApp, note vocale, et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Donc, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un like, de commenter, de partager surtout. Dites-nous d'où vous écoutez les histoires en commentaire. Comme ça, on va connaître la portée de la page. Même si tu as déjà dit que je suis de Bruxelles, continue seulement à dire, papa, tu ne perds rien. Hein? Ok. Merci à tous ceux qui like toujours la vidéo, à ceux qui nous encouragent, ceux qui partagent dans les groupes WhatsApp, ceux qui laissent des commentaires. Merci à vous tous, c'est vous la force du mouvement. Donc, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonsoir DMG. L'histoire que je vais raconter est une histoire qui m'a été racontée par un ressortissant de la localité dans laquelle les faits se sont passés. Et cette histoire s'est passée dans un village qui se trouve au centre de la Côte d'Ivoire. C'est une histoire à cause de la tournure que les choses ont prise qui a vraiment secoué les villageois et c'est resté dans leur mémoire. C'est une vraie histoire. Voilà, dans ce village, il y a un chasseur qui vivait là-bas tranquillement avec sa femme, ses enfants, tout ça. Et il n'avait pas bonne réputation parce que les gens le trouvaient très dur, à la limite très méchant. Un jour, il est parti à la chasse et il est revenu l'après-midi. Quand il est revenu, comme à l'accoutumée, sa femme est en train de dresser sa table à l'intérieur de la maison. Il lui a dit que cette fois-ci, il ne veut pas manger à l'intérieur de la maison, qu'elle dresse la table à la terrasse, qu'il veut prendre de l'air en même temps. Le temps d'aller se laver, il va venir manger. Et c'est ce que sa femme a fait. Elle a dressé la table à la terrasse et elle est allée vaquer à ses occupations. Quand il a fini de se laver, il est sorti. Il voulait se mettre à table et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que une femelle cabri avec son enfant cabri ont tiré la nappe de la table jusqu'à ce que la nourriture verse. Et la femelle cabri et son enfant est en train de manger la nourriture. Mais le chasseur est rentré dans une colère noire, mais une colère noire. Et il a saisi l'enfant de la femelle cabri qu'il est parti jeter dans un puits qui se trouvait dans sa cour. Et il a commencé à vociférer en disant à la femelle cabri que tu vois, j'ai jeté ton enfant dans le puits là. Prochainement là, tu n'auras plus le courage d'approcher ma maison. Regarde comment tu as gaspillé ma nourriture. Il était fâché, il vociférait. La femelle cabri, en voyant ce qui s'est passé et en entendant les cris de détresse de son enfant au fond du puits, elle a commencé à tourner, faire le tour du puits, comme si elle voulait rentrer à l'intérieur pour aller sauver son enfant. Mais elle ne pouvait pas. Elle a fait le tour du puits jusqu'à ce que son enfant au fond du puits cesse de crier. Quand l'enfant au fond du puits a cessé de crier, elle a compris que son enfant est mort. Donc, elle n'a rien dit, elle est partie, elle s'éloignait. Elle aussi, elle criait en s'éloignant avec des cris de détresse d'un animal. Voilà. Donc, 2-3 mois après, le chasseur, lui, il avait 9 enfants. 2-3 mois après, il y a un de ses enfants qui tombe gravement malade. Ça ne va pas. On l'envoie à l'hôpital, tout ça. L'enfant n'a pas pu survivre, il est mort. Pendant qu'ils étaient en train de faire les funérailles de l'enfant qui est mort, un de ses enfants encore tombe malade. Dans les mêmes circonstances, il meurt. Un troisième aussi, dans les mêmes circonstances, l'enfant meurt. Donc, les gens ont commencé à se poser des questions. Les gens ont commencé à se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants sont morts dans les mêmes circonstances. Donc, ils ont cherché à savoir ce qui n'allait pas. Ils sont partis chez plusieurs féticheurs. Malheureusement, on ne leur a pas dit grand-chose. Et c'est comme ça qu'un quatrième enfant dans les mêmes circonstances meurt. Donc, le monsieur était tellement désespéré, sa femme était tellement désespérée, tous les villageois même se demandaient ce qui s'est passé. Le cinquième enfant aussi est tombé malade. Quand le cinquième enfant est tombé malade, le monsieur a dit, bon, dans ce cas-là, puisque aucun féticheur du village n'a pu dire ce qui se passe, ils vont partir dans une localité, enfin dans un village voisin pour voir si les féticheurs de là-bas peuvent déterminer ce qui se passe. Ils prennent l'enfant, ils s'en vont dans un village voisin. Et quand ils sont partis dans le village voisin, effectivement, ils ont pu avoir une réponse chez un féticheur qui sont partis consulter. Le féticheur il a dit au monsieur, il dit, mais tu as posé
un acte. Et c'est cet acte-là aujourd'hui qui se retourne contre toi. Il dit, mais quel acte j'ai posé? Le féticheur lui dit que tu as pris l'enfant d'un cabri que tu as jeté au fond d'un puits à cause de la nourriture. Est-ce que tu t'en souviens? Le monsieur dit, oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il dit, mais voilà, c'est de là que part tous tes malheurs. Et que la femelle cabri, là, dans sa colère, elle a dit, ah, comme tu as tué mon enfant, toi aussi, là, tu n'auras plus aucun enfant. Toi et moi, on sera sans enfant. Et c'est dans sa colère qu'elle a jeté ce malheur sur toi et sur tes enfants. C'est pour ça que les enfants meurent dans ce genre de circonstances. Mais il y a des sacrifices à faire pour que ce malheur-là s'arrête. Et il a donné les sacrifices à faire. Malheureusement, pendant qu'il donnait les sacrifices à faire, le 5e enfant meurt. Et c'est quand il a fini de faire tous les sacrifices que les 4 autres ont pu être épargnés. Les 4 autres ont survécu. Et ça a tellement secoué, cette histoire a tellement secoué, comment dirais-je, la localité dans laquelle ça s'est passé. Parce que le féticheur leur a dit que c'est pas tous les animaux que vous voyez qui sont des animaux. Il y a d'autres qui sont des djinns qui viennent nous tenter. Et c'est sur quelque chose comme ça que tu es tombé. Et que dorénavant, il faut tirer une leçon de ce qui s'est passé. Donc voilà un peu l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui. Et que vraiment chacun en tire une leçon. Merci. Waouh! Merci beaucoup pour cette histoire. Je tiens à préciser, même si ça n'a rien à voir avec la première histoire, s'il vous plaît, quand vous envoyez les histoires, réécoutez après pour que vous soyez sûr qu'entre-temps, le volume soit bon, que vous le faites dans un... Faites votre voice dans un endroit calme, comme ça on pourra vous écouter. Parce que justement, le but c'est de pouvoir vous écouter pour comprendre votre histoire. Donc si on a du mal à écouter, si derrière il y a les voitures qui passent, et puis il y a d'autres, parfois, il y a des histoires que je retire carrément, je supprime même le numéro parce que tu peux envoyer ton histoire, tu racontes l'histoire de 10 minutes, 10 minutes seulement, et pendant que tu racontes, à un moment donné, tu fais ah, tu bailles. Mais tu le prends pour tes enfants ou c'est comment? Tu peux parler à une grande personne comme ça et puis tu bailles. Si tu as l'habitude de faire ça, c'est très déplacé. On ne sait pas, c'est pas bon. Surtout que tu as la possibilité de faire, si ce que tu veux bailler, baille. Tu recommences, tu nous envoies un audio clean. Tu sais que ceux qui vont t'écouter, tu ne sais même pas qui c'est. Tu ne peux pas parler comme ça devant. Je suis sûr qu'on te met devant un responsable de ton pays, c'est-à-dire qu'un ministre, un gouverneur. Tu ne peux pas parler en disant ah bon, je suis parti. Ah non. Donc, de la même manière dont tu vas respecter ce gouverneur de ton pays là, c'est comme ça que tu dois respecter ce que tu ne connais pas. Bon, moi, peut-être tu me vois, tu dis ah, c'est mon petit frère là-bas, mais tu ne sais pas qui écoute. Si tu ne peux pas me respecter, moi, au moins respecte ceux qui sont abonnés à la page. Voilà. Sinon, merci beaucoup pour tous ceux qui envoient les histoires dans le respect. De la même manière, je demande aux gens qui vous écoutent de vous respecter. C'est comme ça que vous devez les respecter aussi. Voilà. On passe à la deuxième histoire. Merci. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Likez, commentez, partagez comme d'habitude. Bonsoir DMG, bonne année et je tiens à te remercier pour le concept que tu as adopté. Vraiment, ça édifie beaucoup de gens, ça sauve même des vies. Et bonne continuation dans ce que tu fais. Bon, l'histoire que je vais te raconter, c'est une histoire vraie, vraie de chez vrai. Ça s'est passé dans les années 2008-2009 à Mokolo, au niveau de la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo. Les gens qui ont habité là-bas peuvent connaître cette histoire. Bon, c'est l'histoire d'une jeune fille très pratiquante, active à l'église. Le genre de fille que chaque fois qu'il y a les événements de l'église, elle est toujours à l'église. Elle part à la messe de 6 heures, toujours. Donc, elle est avec son copain. Apparemment, il n'était plus au pays. Donc, mais c'était son copain quand elle était au pays. Ils se sont perdus de vue. Et à l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp et tout. Donc, son copain est revenu au pays. Il recontacte la fille. Ils se voient. La fille, donc, ils se donnent rendez-vous. La fille vient avec sa copine. Elle vient avec sa copine. Ils se partent. Donc, quand elles arrivent, son copain droite pointe du doigt à la fille en question. C'est sa copine qui raconte. Donc, il pointe du doigt à la fille. Il était avec 2 messieurs. Il pointe du doigt à la fille. Donc, la fille, elles se sont dit que c'était les présentations et tout.
Donc, la soirée s'est bien passée. Elles ont mangé, elles ont bu. Maintenant, comme elles sont voisines, elle et sa copine. Donc, elles sont rentrées tard dans la nuit. Chacun a pris sa route. Sa copine vient alors vers très tôt le matin, parce qu'elles sont vraiment voisines. Elle vient très tôt le matin, vers les 7 heures comme ça là. Elle dit que mince, toi qui es souvent, que tu pars souvent à la messe de 6 heures là, je suis partie à la messe, je ne t'ai même pas vue. C'est comment? C'est toujours les bières là. Donc sa copine parle comme ça. La fille en question fait un geste d'une main du genre, tu vois, quand tu es dans le sommeil, oui, donc du genre que oui, c'est ça. Et donc la copine a compris que c'était ça qu'elle voulait dire, que oui. Donc, c'est les biais qu'elle est toujours fatiguée. Après, comme la fille vivait en famille, sa copine revient vers 10 heures. Sa copine dit que je dis, elle dort toujours. Elle dit à sa mère que c'est comment. Sa mère dit que oui, elle dort toujours. Sa mère dit que ce n'est même pas souvent dans ses habitudes. La fille, c'est souvent du genre, même si c'est qu'elle rentre à 1 heure, même si elle fait comment, à 6 heures, elle part toujours à sa messe. Ça veut dire que vous avez tellement bu, hein. C'est quoi comme ça là? Elles ne comprennent pas. Après, la mère envoie la petite soeur de la fille en question d'aller réveiller la fille, non, que c'est comment. Il faut même qu'elle prépare. C'est elle qui doit faire la cuisine. La petite soeur part réveiller la fille. Elle se rend compte que la fille est raide, froide. C'est là où la petite soeur crie. Elle crie, elle part là-bas. On trouve que la fille est déjà partie. On ne comprend pas. C'est là où la mère demande à la fille que ça s'est passé comment. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant? C'est toi la dernière personne à être avec elle quand elle était bien. La fille dit que sa copine dit que ça s'est bien passé. Elles sont rentrées, elles ont bu, elles ont mangé. Ça s'est bien passé. Et la fille dit que vous étiez même avec qui? C'est la mère qui pose la question, que vous étiez même avec qui comme ça là, qui que je ne connais pas, les trucs là. Elle dit que non, on était avec son copain. Il nous a invités, on a bu et tout et tout. C'est là où la fille et la copine dit que mais il y a eu un truc qui s'est passé qu'elle n'a pas compris, parce que quand elle est venue, le gars a pointé du doigt à la fille. Donc elles se sont dit que ce sont les présentations et tout. Elle dit qu'elle n'a pas apprécié le geste là. Bon, elle n'a pas voulu parler. C'est là où il commence à fouiller la chambre. Fouiller la chambre de la fille, non, pour avoir les indices et tout. C'est là où il trouve une somme de 2 millions dans l'enveloppe. 2 millions. Donc apparemment, par derrière, le gars est resté donner les 2 millions à la fille. La fille ne savait pas que le gars la vendait comme ça là. La fille ne savait pas que le gars la vendait et tout. Donc, on s'est rendu compte que le gars avait tué la fille, il a vendu la fille. Donc, on a fait des rites, on a fait tout. On a fait des rites. Et la famille a utilisé l'argent pour le deuil. Donc, la leçon à retenir, c'est que quand tu es en couple avec ton gars, même si tu es ta go de galet, et tu es sa go de galet autant pour moi, et que subitement ton gars a l'argent, soit toujours, dans la vie, il faut être méfiant. C'est tout. Même quand quelque chose t'arrive, dans tout ce qui est devant toi, il faut être méfiant. Il ne faut pas se laisser emporter. Parce que quand on a vu que le gars avait vendu la fille dans les mauvaises choses. Il a vendu, il a liquidé la fille. Et c'est comme ça que on l'a enterré. C'est une histoire vraie. Les gens qui ont vécu du secteur de Mokolo, Sacré-Cœur de Mokolo, là, dans les années 2008-2009, connaissent cette histoire. Donc, c'est ça que je tenais à dire. Waouh! Merci beaucoup pour l'histoire. No comment. Qu'est-ce que tu penses en commentaire? On passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. J'aimerais raconter ma deuxième histoire et attirer l'attention des parents sur la polygamie. DMG. La polygamie amène la sorcellerie. Je vous assure, la polygamie amène la sorcellerie. Je vous raconte ici l'histoire de ma propre famille. Je viens d'une famille polygame. Mon papa avec 2 femmes. Mon papa avait 2 femmes et, laissez-moi vous dire, c'était la polygamie de l'époque. C'est la première femme qui est allée chercher ma maman. Donc pour dire que ma maman était la deuxième. Et la première avait déjà des grands enfants.
Qu'est-ce qui se passe, DMG? Quand ma maman arrive, elle fait un premier garçon qui est mon grand frère, elle fait le second qui est moi, et tout bascule lorsque j'arrive au monde. Déjà, j'arrive au monde comment? Comme un enfant mystérieux, comme un enfant mystique. Et pas que tel était le cas, vraiment. Mais quand je viens, tout change. Premièrement, je suis né à midi, top pile, dans un hôpital de référence à l'époque dans le Mungo. Là, à l'époque et tout ça. Donc, quand je viens au monde ce jour-là, avant même l'hôpital, ce qu'on me raconte, c'est que ma mère dit, mais elle a des contractions et tout. Mon papa dit, c'est quel genre d'enfant qu'on va coucher à midi? Jusque-là, malgré la distance de l'hôpital, parce qu'on habitait très loin de ce centre, de cet hôpital-là, en fait. Donc, elle va à l'hôpital, elle accouche à midi. Quand mon papa arrive à l'hôpital, parce qu'il n'avait pas accompagné, c'est la voisine qui avait accompagné ma maman. Quand il arrive, il dit, ça c'est mon successeur. C'est là où tout a basculé dans la famille. Tout a basculé DMG. Et je viens au monde étant un enfant qui vient avec des doigts là, les orteils en puce et tout ça. Donc, pour ceux qui connaissent un peu des personnes comme ça, 6 doigts, 6 orteils, c'est vrai, j'ai fait de la chirurgie, et c'est pas cela longtemps que j'ai fait une chirurgie. Donc, et je nais aussi avec une boule dans la main et une chaîne au cou, d'après ce qu'on m'explique. Et la boule qui était dans la main, le médecin qui était là a récupéré la boule. Et il est parti du Cameroun. C'était un blanc à l'époque. Il est parti du Cameroun. Comme mon papa avait désigné que je suis le successeur, là, les problèmes ont commencé. La première femme, autant pour moi, ne voulait rien entendre. Ne voulait rien entendre jusqu'à ce que l'une de mes demi-sœurs m'a prise et m'a jeté par la fenêtre. Et notre maison, elle est tellement haute. Elle est tellement haute qu'elle m'a jeté par la fenêtre croyant que je devais mourir. Je ne suis pas mort. Là maintenant, le maraboutisme a commencé. Mais j'étais encore bébé. Là, je vais sauter cette étape de bébé. 5 ans après, mon petit frère vient au monde. 2 ans après, il y a un 4e. Waouh! Et avant le 4e, je rappelle, la première femme était déjà partie de la maison. Elle a tout abandonné, elle est partie, disant que la 2e femme est venue tout récupérer avec les garçons. Elle n'a fait que des garçons, donc des problèmes. Et quand le 4e, mon autre dernier né à ma maman est né, voilà, elle vient jouer à la maison. J'étais petit, j'avais environ 7 ou 8 ans par là. Elle vient à la maison en journée, en pleine journée. Ce jour, puisque j'étais un enfant, comme j'ai dit, je suis un peu né, puisque quand je parlais des choses, ça se réalisait et tout. Donc, elle est arrivée, j'ai dit à ma maman, la maison, si je peux plus vivre là. Elle a pris ses choses, j'ai dit à ma maman, je ne peux plus vivre là. Elle me dit, à quoi? J'ai dit, je ne peux plus vivre là parce que la maison ici est devenue bizarre. La nuit, DMG, on a dormi cette nuit-là, personne n'a pu dormir. Je vous dis, personne, c'était horrible. C'était comme si les gens marchaient sur le toit, comme s'il y avait des idons. Vous ressentez l'esprit des personnes qui marchent au salon, même dans la chambre. Quand vous allumez, vous ne voyez personne. Je vous assure, mon papa tombe donc malade. À partir de là, mon papa tombe malade. Il a commencé les hôpitaux, on ne voit rien. Il a commencé les hôpitaux, il est allé dans les hôpitaux un peu de partout. Même le palu, on dit on ne voit pas. On l'amène, il va chez les guérisseurs. Les guérisseurs aussi ne voient rien. Il va aucune solution. Il va chez les voyants. Les voyants lui disent que, comme vous voyez là,
on lui dit tout simplement, son ombre était mise dans une bouteille et jetée dans le fleuve. On ne peut plus rien faire. Il a marché un peu de partout, rien. Entre-temps, nous, on était dans la maison d'IMG. Il y avait des jours, on prépare, dès qu'on dépose la nourriture là, le matin, si c'est la sauce, c'est rempli de cafards. La marmite, elle est carrément fermée, mais la marmite, je dis bien, remplie de cafards. Parfois, c'est les fourmis rouges là, les fourmis manières là, qui sont pleins dans la marmite. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y avait des jours maintenant, on était obligés. Après ça, mon grand frère et mon petit frère, on était obligés, ma maman était obligée de les envoyer chez notre grand-mère maternelle. Je vous assure, on restait là. On était obligé de fuir parfois, aller dormir chez les voisins. Jusqu'à ce qu'un jour, on était fatigué. Ma maman a dit, elle n'ira plus dormir chez les voisins. J'ai dit, mais avec cette allure, comment on ne va plus dormir chez les voisins? Ces nuits-là, alors, c'était la catastrophe. Avant ça, donc, ce que je ne sais même plus comment expliquer ça parce que c'était horrible. Lorsque vous vous couchez là, lorsque vous êtes couché, vous sentez la maison, une forte pression, comme si il y avait tous les esprits du monde dans cette maison-là. Vous sentez les gens sur le toit marcher, vous sentez les gens au salon. Il n'y a que dans la chambre que vous avez laissé la lumière, que vous ne ressentez rien. Et même si vous avez laissé la lumière au salon, vous sortez, vous ne voyez. Vous allez au salon, vous ne voyez personne. Comme je disais, cette nuit-là, ma maman m'a dit, elle ne dormirait plus chez les gens. J'ai dit non. Moi, je ne peux pas dormir dans la maison. J'étais petit, j'étais obligé. La nuit maintenant, je faisais pipi au lit. Elle m'a fait dormir sur un matelas au sol dans sa chambre. Elle était sur le lit avec mon dernier petit frère. Lui, il allaitait encore. Le matin, vers 4h, vers 5h, ma maman commence à crier. Elle me réveille. Va appeler les voisins, Les voisins sont arrivés, DMG. Les deux seins de ma maman avaient au moins 5 kilos par côté. Au moins 5 kilos. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle explique, elle a fait un rêve. Il y avait un monsieur qui était en train de téter son sein. Et voilà ce qui est arrivé. On était obligé ce jour de quitter définitivement la maison. On a tout abandonné. On est allé chez notre grand-mère maternelle. Entre-temps, mon papa, lui, il était déjà retourné au village. Puisqu'il n'y avait pas de suite, il n'y avait rien, pas de palu. On ne pouvait pas lui donner un médicament. Il marchait normalement. Mais à l'intérieur de lui, il souffrait. Ma première femme, puisqu'elle avait déjà les grands-enfants, elle vivait chez ses enfants, chez l'une de ses enfants. Voilà, quelques années après, en 2008, mon papa, un jour, je suis chez ma grand-mère, il y a une tante qui arrive. Elle vient nous faire comprendre que notre papa est décédé. Elle vient me faire comprendre que mon papa est décédé. On quitte donc, on va au village. On arrive au village, mon papa est couché là, il n'est pas décédé. Qu'est-ce qui se passe? Mais toute la famille est déjà là. Toute la famille était présente. On reste là donc. 2 jours de suite, mon papa décède. Pendant qu'il était couché là, il ne faisait que couler les larmes. Il ne faisait que couler des larmes. Quand mon papa décède, directement on dit qu'on va l'enterrer. Avant de l'enterrer, on enlève ses cheveux, on dit on va tuer la personne, on va faire du mal à la personne
qui lui a lancé cette maladie et tout, jusqu'à ce qu'il décède là. Pourtant, la famille savait que ça tournait entre eux. Ça tournait entre eux, la famille, puisqu'il était le seul qui était le soutien. Il était le seul. Il les avait soutenus tous, selon mon papa. Lui, il avait ses moyens et grâce à son aide, il a soutenu tous ses frères. Tous ses frères. Donc, nous, ces enfants-là, nous sommes venus à la dernière minute. Donc, c'est les premiers enfants aussi qui ont eu la chance là. Donc, quand on enlève les cheveux, donc, on garde, on enterre mon papa. On dit donc, on doit aller dans sa maison faire le deuil. On quitte le village, on part dans le Mungo, chez lui faire le deuil. Quand on arrive là-bas, DMG, puisque moi j'ai été toujours un enfant très intelligent et il y avait des choses que je n'acceptais pas. Vous voyez, même si c'est me donner à manger et que je trouve que, même si j'ai tellement fait que je trouve que vous n'êtes pas la bonne personne à me donner à manger, je vous dirais, je n'ai pas faim. Même à mon âge de 5 ans. Donc, je vais par là dire, je refusais, je disais toujours, je n'entends pas la langue maternelle, je ne parle pas, je n'entends pas, ainsi de suite. Donc, voilà, mes deux grandes sœurs, mes deux demi-grandes sœurs sont dans la chambre. Je les retrouve là. L'autre dit à sa sœur, on ne peut plus parler parce que l'enfant ici est là. C'est là où sa sœur lui dit non, il n'entend pas la langue, il ne parle pas, il n'entend pas la langue. Donc on peut parler. Ils disent, comme on a fini avec lui, il faut qu'on finisse avec leur maman. Quand j'ai suivi, je suis allé dire à ma grand-mère. Ma grand-mère me dit, je t'avais déjà dit d'arrêter tes choses là. J'ai dit non, ce qu'on j'ai appris, ce que j'ai suivi là, ce n'est pas normal, rentrons. Ma grand-mère m'a dit, on ne peut pas rentrer parce qu'il y a des coutumes à faire. J'aimerais aussi dire aux gens que ce qu'on appelle la tradition, le veuvage, c'est dans ça qu'on tue les gens. C'est dans ça qu'on tue les femmes. On décide donc, la famille décide que ma maman doit faire 3 jours de veuvage et que toute la famille doit rentrer et doit rester seule. On quitte donc, on rentre, on laisse notre maman. DMG. Seigneur, notre maman nous a retrouvés presque cadavres. Une seule nuit seulement. On l'a amenée dans le coma. C'est une voisine à ma grand-mère qui dit ne l'amenez pas à l'hôpital. Je connais un guérisseur. Ce problème-ci là n'est pas un problème à gérer à l'hôpital. On amène chez le guérisseur a fait ce qu'il a fait, il a fait le tout, il a fait. Elle est revenue en aide. C'est là elle explique, quand elle dormait, elle a ressenti comme un coup de marteau sur la tête. Et elle a chuté dans son sommeil. Elle ne sait pas par quel miracle, même, elle ne sait même pas comment elle a fait pour se retrouver là au village. Donc même c'est les voisins qui sont entrés en imprévu comme ça là, disant l'assister, trouvant qu'elle est là, couchée inerte. Ma maman a commencé sa part de souffrance de 2000 à 2006. Ça part de souffrance, de maladie. Entre-temps, notre papa, même dans sa maladie, avait dit, les enfants de ma première femme et de ma deuxième femme, vous n'allez jamais boire de l'eau dans un même verre. C'est interdit. Et j'ai oublié un fait, c'est que, et moi, maintenant, lorsque je grandissais, j'étais tout petit, quand je disais des choses, ça se réalisait en fait, ça se réalisait. Mais on me blâmait pour ça, à chaque fois on me blâmait. Et j'ai dû carrément abandonner ce côté-là. Mais cette demi-sœur qui m'avait jeté par la fenêtre là, lorsqu'on m'avait dit ça, lorsqu'on m'avait dit que ta sœur que tu vois là t'avait jeté par la fenêtre, j'ai dit ceci, ces 2 bras qu'il avait servi à me jeter par la fenêtre là, on va les amputer. DMG.
En moins de quelques mois, on ne sait pas ce qui est arrivé. Elle est tombée au feu. Elle a eu une brûlure où on a amputé ses 2 bras. Ses 2 bras. Ses 2 bras. On a vécu la sorcellerie dans notre maison. À un moment donné où, même chez notre grand-mère, ces mêmes gens-là venaient nous attaquer dans le sommeil. À l'heure où je vous parle, notre maison, nous ne pouvons pas vivre là. Aucun membre de la famille. Tu es inconnu, tu vis là. Si vous êtes inconnu, vous pouvez vivre là. Les gens vivent là. Mais nous, ni même les personnes qui l'ont fait, personne ne peut vivre. Et je vous rappelle que la première femme de mon papa est encore en vie. Et un jour, j'étais allé la voir. Je suis sorti de l'église un jour, je suis allé la voir. Elle est là, malade, elle m'a mis dans une chaise roulante maintenant. Quand je suis arrivé, dès que je l'ai vue coucher, elle me dit, je vois que tu vas bien maintenant. Parce que moi-même, on m'avait tellement attaqué que j'étais toujours maladif. Je dis oui, mais ceux qui ont fait ça vont payer. Je lui ai dit, là où tu es là, si tu confesses, tu donnes le nom des personnes que tu as eu à tuer, tu vas guérir. Ou la mort viendra te chercher. Mais tant que tu ne te confesseras pas, tu mangeras ta chair sur cette terre et tu ne mourras pas. L'argent que tes enfants ont, tes enfants dépenseront tout cet argent sur toi. DM, je vous dis des choses que ça fait au moins plus de 5 ans aujourd'hui. Ces femmes-là souffrent. On m'a tout dit d'aller enlever ma parole. J'ai dit, je n'enlève pas cette parole-là. Je n'enlève pas cette parole. Et tout ça, c'est à cause de quoi? La polygamie. C'est à cause de la polygamie. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, merci. Likez la vidéo, ça ne coûte rien. Hein? Ça ne coûte rien. Likez la vidéo. On passe à la 4e histoire. Bon. Bonjour DMG, bonjour la famille. En tout cas, likez, commentez, partagez. Je vous emmène ma part d'histoire. Je suis un peu souffrante, hein. Excusez-moi, je ne me sens pas trop bien. Mais hier soir, quand j'écoutais des histoires de DMG TV, c'est là où mon mari me rappelle, mais il raconte aussi notre histoire qu'on a vécue là. Donc, je vais vous raconter ma part d'histoire. Comme c'est lui-même qui m'a demandé de raconter, je vais raconter. Au fait, dans mon passé, j'ai connu mon homme, je suis du Congo-Brazzaville, j'ai connu mon homme à Brazzaville. À l'époque, il était à Total. Et moi, je vivais, j'avais un chez moi, je louais un petit studio. Lui, il vivait chez lui à l'OCH, moi, j'étais à Mongali. Et quand on a commencé à se fréquenter, quelques temps après, il m'a dit, déménage, viens vivre avec moi. J'ai dit, je peux venir vivre avec toi, mais je ne libère pas mon studio. Je vais commencer à payer mon studio. Il y a de temps en temps, je vais me rendre là-bas, mais je ne veux pas libérer. Et il a dit, ok, pas de problème. Après, on a commencé notre relation. Une fois dans la nuit, le monsieur rêve son cousin. C'est son cousin, ils traînaient souvent ensemble. Donc, son cousin là, son cousin et puis ami intime. Il rêve que son cousin est venu voler son sac. En fait, lui, quand il part au travail, il va avec des sacs au dos. Là où il met l'ordinateur, tout. Et dans son rêve, son cousin, là, moi j'appelle son frère, hein, son frère est venu, il a volé son sac. Il m'explique, j'ai dit, mais c'est pas un bon rêve, hein, il faut prier. Il me dit, ça va passer, c'est juste un rêve. Une semaine après, il a été licencié à Total. Quand il a été licencié, il était à l'OCH. Payer la maison, c'était plus une simple affaire. C'était maintenant un peu dur. J'ai dit, ok, tu vois le pourquoi je voulais pas libérer mon studio. Viens, on va habiter ensemble chez moi. On a commencé à habiter chez moi. Et chaque samedi, comme de nature, je suis une fille de prière. Chaque samedi, je partais souvent à la montagne Émile Biaïnda. Les gens qui connaissent Brazza, ils sauront. Prier. Chaque samedi, c'était ma journée spéciale au fait. Samedi, je me rendais à la montagne. Et je descendais, c'était à chaque fois comme ça. J'ai dit, mais si c'est comme ça, on va commencer à faire la même chose. Et c'est passé, on a vécu pendant 1 année chez moi. Je dis bien 1 année la famille. Après, gloire à Dieu, le monsieur a trouvé un travail. Le travail nous a affectés à Pointe-Noire. Voilà pourquoi j'ai dit, en ce moment, nous sommes à Pointe-Noire.
Mais dans mon passé, j'avais l'habitude de souvent avorter, que Dieu me pardonne. Les gens qui vont se moquer de moi, c'est leur problème. Moi, je me libère. Je me suis déjà libérée à ça, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. J'ai avorté plus de 7 fois, y compris les grossesses de mon mari. Je répète, plus de 7 fois. Et quand je décide de porter une grossesse, je dis, bon, là, c'est le moment, je dois vraiment mettre au monde. J'avais maintenant un problème. À chaque fois que je tombe enceinte, quand ça atteint 3 mois, ça passait, la grossesse passait. Après, je vendais au marché fond de Tchétché. J'ai vu une petite, c'est une petite d'âge, mais c'est une copine. On avait l'habitude de discuter. Je lui ai dit, ah, regarde ce que moi je vis. Elle me dit, la grande, il y a des prières ici à une église catholique, Saint-Pierre, au Grand Marché. Chaque mercredi, il y a des prières des malades. Tu vas commencer à emmener l'eau bénite. On va commencer à aller prier. Toi-même, tu vas voir, Dieu va faire. L'essentiel, c'est de demander pardon. Je suis partie, j'ai confessé. J'ai dit, bon, moi, j'ai dit à l'abbé Christian, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas dire le nom, excusez-moi. J'ai dit, monsieur l'abbé, moi, je veux tomber enceinte, c'est vrai, mais pas avec l'eau bénite. Moi, je veux mettre ma foi en jeu. J'ai dit, waouh, il y a aussi des gens comme ça. Mais gloire à Dieu, et j'ai mis ma foi en jeu. Je vous jure, la famille, avec Dieu, c'est pas lundi. Tu viens lundi, ne t'attends pas que ça va arriver dimanche, non. J'avais tellement attendu cette grossesse jusqu'à, j'ai fini par oublier que je priais pour tomber enceinte. J'ai oublié. Je priais maintenant sans rien attendre en retour. C'est 1 année et demie après que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et quand je me rends compte, c'était déjà, j'avais déjà une grossesse de 4 mois. Du coup, j'ai commencé à dépaiser et tout. Et avant ça, la famille de mon mari, c'est une famille qui ne sont pas hypocrites, en fait. Dès le commencement, ils m'ont fait comprendre, et puis à mon homme qui ne voulait pas de moi parce que je suis une fille du Nord, eux, ils sont du Sud. Ils n'aiment pas des filles du Nord. Mais le monsieur dit, écoute, moi, j'aime la fille. Il essaie de faire comprendre à ses sœurs, mais il y a eu une sœur qui m'avait accepté, et puis 2 frères qui m'avaient accepté. Et le reste, là, ne voulait pas de moi. Eux-mêmes, ils savent le pourquoi. Mais lui, malgré ça, il dit non, moi c'est ma femme, je reste avec elle. Moi, je n'ai pas choisi, c'est pas moi qui ai fait le choix de vos conjoints. Si vous ne pouvez pas la supporter, ce qui est bien, il dort avec moi, on ne vit pas ensemble, chacun chez lui et tout. On a vécu comme ça. Il avait son grand frère aîné qui l'a élevé, qui a payé ses études, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc du coup, il considérait le grand frère comme son père. Et le grand frère, il était malade. Il vivait à Brazza. Une fois, le grand frère arrive à Pointe-Noire. Il fait asseoir la famille. Il demande à mon mari de venir avec moi. Moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, depuis comment je vais chez ta famille? Il dit, je ne sais pas, c'est ce que le grand frère. Mais c'est le grand frère qui m'avait déjà accepté. Je lui avais vu à Brazza, je crois, à 2 reprises. Le grand frère pose la question à ses frères et sœurs, mais pourquoi vous ne voulez pas de cette fille? Bon, ils ont essayé de donner leur, comment on appelle, non, vous savez, les femmes du Nord, elles sont comme des quinoises. Elles, quand l'homme est là, l'argent c'est bon, après, ils ont donné des raisons. Le monsieur dit, elle est différente. Votre frère a perdu du travail, elle est restée avec le monsieur vivait même chez lui et tout. Bon, pour conclure, le monsieur leur dit, je ne veux plus de ça, laissez la petite là, le contraire, vous devez la soutenir, c'est une petite fille. Elle a laissé toute sa famille, elle est venue ici à Pointe-Noire avec votre frère. C'est à vous de l'accepter, arrêtez de la combattre comme ça, c'est pas bon. Moi, je ne veux plus de ça. Parce que moi, j'ai essayé de vivre même spirituellement. La petite là n'a rien. Elle n'est pas une sorcière, elle n'a pas un mauvais fond. Elle n'a pas un mauvais fond, c'est une fille qui est bien éduquée, elle est très bien. Et le monsieur parle, après, bon, c'est passé 2 semaines après, le monsieur décède. Il était déjà malade quand il est venu. Il va en Afrique du Sud, il décède. DMG, quand il décède, c'est là où des problèmes commencent. Mon mari va à Brazza parce que lui vivait à Brazza à la veille. Son même cousin qu'il avait rêvé, son frère à l'époque, quand on s'est connus nouvellement, parce qu'on s'est connus en 2016, le monsieur lui dit, ah, tu es trop affecté, je vais t'emmener chez là où je prie. Donc lui, il avait complètement même oublié le rêve. Il dit, je vais t'emmener là où je prie. Ils vont là-bas, c'était une mère spirituelle. La maman, elle lui donne des trucs, il faut te laver avec. Tu vois, tu es trop affecté, tu étais trop proche de ton frère. C'est vrai qu'il est parti, tu es affecté, il faut prendre patati patata, etc. Oui, le monsieur a commencé à faire des bains. Jusqu'à ce que la dame dit au monsieur, quand tu vas à Pointe-Noire, ramène ça à ta femme, elle doit se laver avec, parce que je suis en train de voir l'esprit de mort, je suis en train de voir l'esprit de césarienne. En fait, la dame disait beaucoup de choses sur moi, mais le monsieur ne venait pas me dire ça. Lui, il s'arrêtait juste à l'esprit de mort et puis césarienne. Il me donne des trucs qu'il faut te laver avec. J'ai pris, je me suis lavé.
La même nuit, je rêve qu'on est venu me donner des produits. Une femme me donne des produits, me dit il faut avorter. Moi, je dis mais non, on ne peut pas avorter une grossesse de 5 mois. Moi, je n'ai pas envie d'avorter. J'ai refusé de prendre des produits. Je me suis réveillée, il était 5 heures. J'ai prié et puis c'est passé. Quelque temps après, je vais à l'hôpital. On me dit il faut commencer avec des massages parce que ton enfant est en position siège. On doit te masser et puis il faut prendre des ballons Brengid et puis balayer et tout. Et après, non, je ne connaissais pas une personne pour me masser. Je vais vers une copine, elle me conseille une maman. Elle dit, mais la maman, là, vraiment, il faut se porter ses caprices parce qu'elle est fatiguée. C'est vraiment une maman de la 3e âge. J'ai dit, pas de problème, elle masse trop bien. Et puis l'avantage avec la maman, là, elle prie. Quand je vais la première fois chez la dame, elle me dit, dans l'argent, je vais préparer l'huile, j'ai donné. Le jour que je vais commencer les massages, la dame, là, quand elle touche mon ventre, là, j'étais enceinte de 5 mois, je vous rappelle. Elle me dit, c'est une fille. J'ai dit, la maman, là, comment ça? Elle me dit, c'est une fille, mais on va prier. Au moment que moi, je chante, toi, tu dois prier. Tu dois prendre possession de ton enfant. Elle me disait, il faut à chaque fois prier. À chaque fois qu'on faisait des massages, c'était comme ça. Et la maman, elle me disait, quand tu fais un rêve, tu me dis. Si tu peux pas me dire, mais tu parles en parabole, si tu peux pas tout me dire. J'ai dit, ok. Merci, mamie. Moi, je l'appelais mamie parce que c'était vraiment une vieille dame. Je suis partie. Je suis rentrée. Je te dis, DMG, le mari ne me touchait plus depuis qu'il avait une mère spirituelle. Tous les jours, quand je me réveillais à minuit, le mari n'était plus quitté le lit pour aller au salon. Il continuait son sommeil au salon. Moi, là, j'étais enceinte. J'ai vécu ça. Donc, quand mon beau-frère est mort, est décédé plutôt, c'était en décembre, jusqu'au mois de mai, parce que moi, j'ai eu ma fille le 1er avril. Quand je vais à l'hôpital comme ça, on me dit, mais pourquoi tu ne fais pas des rapports et tout? J'ai dit, mon mari n'est pas sur place. Il dit quoi? Comment ça, il n'est pas sur place? Toi, dans 2 mois, là, tu dois mettre au monde. Tu es déjà 7 mois dépassé, là. Mais la manière dont ton corps est là, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça, c'est quel esprit de césarienne que vous cherchez, là? Moi, je ne veux pas de ça. Il faut faire des rapports. Il doit te prendre dans toutes les positions parce que là, la manière dont ton corps est là. J'ai dit, la dame, là, ne peut pas comprendre. Moi, je n'ai pas géré. Au fond, le monsieur, la mère spirituelle avait l'habitude de lui dire, écoute, ne dors plus, il ne faut pas toucher ta femme, elle risque de mourir, c'est une sorcière, c'est son père qui a tenté de bloquer ta vie. La dame l'a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Le monsieur me connaissant, on a fait 5 ans, on partait même prier à la montagne. Donc il considère ce que la femme l'a dit. Moi, ne sachant pas. Et je passais tout mon temps enceinte, je pleurais, je passais tout mon temps à pleurer. Ça, c'est quel genre de grossesse? Je pleurais. Une fois, je vais à l'église, monsieur l'abbé m'appelle à la fin des messes que je partais chaque mercredi. Il me dit, je vois un brouillard. C'est pas bon signe. Je vois vraiment un brouillard, c'est pas bon signe. Mais je vais te donner un psaume, il faut lire ça. Lire ça tous les jours, matin, midi, soir, il faut lire ça. Mais ça va passer parce que quand je vois ta foi là, ça va passer. Et quand je suis rentrée, mon mari était à Brazzaville, je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Il me dit, Dieu est en train de dévoiler. J'ai dit, il est en train de dévoiler, qu'on n'en riait. Ne sachant pas qu'il parlait quand il dévoilait ma sorcellerie. Après, le monsieur est rentré. Quand il est rentré, une fois, il n'y avait pas d'électricité au fait. Il y a eu coupure d'électricité. Il faisait tellement chaud. J'ai dit, je vais dormir au salon. Au moins, je vais m'allonger sous les carreaux. Quand je prends son téléphone pour écouter des louanges, je ne savais pas que son téléphone avait l'habitude d'enregistrer des appels. Je tombe sous l'appel de sa mère spirituelle. Je vois l'heure comme ça. La mère l'avait l'habitude d'appeler à 23h50 pour lui dire, quitte du lit, ta femme est en train de se métamorpholiser, ta femme est en train de faire ceci, c'est une sorcière, elle va te tuer. Voilà pourquoi le monsieur quittait le lit. À chaque fois, le monsieur ne dormait plus. Il ne faut pas la toucher. Elle a déjà tout pris chez toi. Ne la touche plus, ceci, cela. C'est son père qui est derrière tout ça, qui utilise sa fille et tout et tout. Parler. Moi, ça m'avait vraiment fait mal. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai tellement pleuré, j'ai dit non, je ne vais pas se porter. Je suis partie, j'ai réveillé le monsieur. Ne lui disant pas d'abord ce que j'avais découvert dans son téléphone. Excusez-moi la famille parce que c'est un peu long parce que je ne me sens pas bien, je n'arrive pas à parler plus vite. Je lui dis, aujourd'hui je suis une sorcière, j'essaie de rafraîchir la mémoire du monsieur. Quand j'étais connue, j'étais comme ça, ceci, cela. En ce moment même, parce que quand ça s'est passé, il avait eu un problème au travail, il y a eu un problème de vol, on les payait plus, on avait coupé leur salaire pour rembourser soi-disant la dette. Et c'est moi qui payais la maison, ce soit 10 000. Donc c'est mon père qui m'envoyait l'argent, je payais. Je lui ai dit, la dame là te dit jusqu'à, il faut me chasser, je suis une sorcière, c'est mon père qui fait ceci, cela. Mais elle a oublié de te dire que ton frère qui est décédé là, c'est moi et mon père qui a peut-être pu sacrifier ton frère.
Oh non, tu sais, même moi-même, je suis confus. J'ai dit, comment tu peux dire que tu es confus? Moi, une sorcière, tous les jours, tous les samedis à Brazza, je t'emmenais à aller prier. Donc, je vais aller provoquer Mibiaïnda sur sa montagne là-bas, la montagne sainte, là où il dormait. C'est vrai, on dit, il y a des gens qui font des trucs là-bas. Mais moi, je vais aller faire des trucs là-bas sans, comme ça, avec toi. Seulement, j'emmenais la bougie, on prie et tout et tout. En tout cas, DMG, ça m'avait beaucoup dérangé. Il faisait déjà 3 heures du matin. Après, c'est la mère spirituelle qui appelle. Allô, c'est moi qui décroche. J'étais tellement énervée. J'ai dit allô. J'ai dit maman, allô, passe le téléphone au propriétaire du téléphone. J'ai dit maman, excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Moi, je suis enceinte. Vous n'avez pas le droit de dire de n'importe quoi à mon mari comme ça, jusqu'à lui dire que si je ne viens pas à Brazzaville, en fait, j'avais sauté une partie là où la dame avait dit au monsieur, tu dois me ramener ta femme à Brazzaville, parce que si tu ne ramènes pas ta femme à Brazzaville, elle va mourir. J'ai dit, quand je cherchais la grossesse, tu étais où? Dieu m'a fait grâce, je suis enceinte aujourd'hui. Laissez-moi emmener mon enfant, vous venez me tourmenter jusqu'à aller dire, je suis une sorcière, et puis tu me dis de venir chez toi. Mais si Dieu t'a révélé que je suis une sorcière, pourquoi pas prier? Tout ce qui est révélé est condamné dans la prière. Demande à mon mari de prier. Toi, tu lui demandes de me chasser. Mais est-ce que le monsieur t'a même dit en ce moment que c'est moi qui paye la maison? Ça fait 5 mois, c'est moi qui paye la maison. Est-ce que le monsieur t'a dit même les billets de l'aller-retour Brazzaville, c'est moi qui paye les billets? Avec mon argent parce que je vendais et tout et tout. La dame s'est mise à m'insulter. Tu n'as encore rien vu. Quand tu es arrivé dans la famille, on t'avait déjà dit qu'on ne voulait pas de toi. Tu es là, t'as accaparé avec l'enfant de Trouille. Tu es là, collé l'enfant de Trouille, là, le confisqué, on dirait c'était quoi. Tu vas voir. Je vais utiliser ton mari pion. Comme il est bête là, je vais tout faire jusqu'à ce que je vais vous séparer. Le monsieur était là parce que c'était sur le parleur. Je raccroche. La dame rappelle, c'est le monsieur qui décroche. Oh non, ta femme m'a insulté et tout et tout. Le monsieur dit, tu vois, maman. Madame, tout ce que tu as dit là, j'ai écouté. Mais je viens à Brazzaville demain, je veux prendre toute sa famille. On va venir chez toi parce que si quelque chose arrive à l'enfant de Trouille, je ne veux pas que ça puisse se retourner sur moi. Par rapport à ce que tu as dit là, j'ai compris que tu n'es même pas spirituel. Et quand ils sont partis, ils ont essayé de parler. Mon père, ma mère a menacé parce que ma mère est du sud aussi, au Congo, à Boko. Là où on divisait, il y avait un avion, je ne sais pas, Air Makanda qui est tombé sur Air France là, qui a atterri sur Air France là, c'était eux, leur village au fait. C'est là où la dame dit non, que c'est le cousin de mon mari là qui lui a demandé de faire tout ça parce que eux, dans leur famille, ils n'arrivent pas à atteindre le monsieur depuis que le monsieur est avec moi. En fait, dans le monsieur, ils avaient mis l'esprit de servitude. C'était au monsieur de tout faire pour la famille. Lui, quand il travaillait même à Total, là, il y avait de ses frères qui donnaient 500 000 le mois, 300 000, ils payaient les maisons, ils faisaient ça. Mais depuis qu'il était avec moi, ils ont compris qu'ils ne vont pas avoir ça. Ils avaient plus la facilité de lui manipuler, au fait. Et c'est à cause de ça qu'ils ont créé tout ça. Donc, s'il y a un conseil que je peux dire, la leçon à tenir dans cette histoire, c'est que méfions-nous, même de nos proches. Même de nos proches et surtout l'histoire des pères et mères spirituels, là, faisons vraiment attention. Parce que si Dieu a pu le révéler, il peut aussi nous révéler. Donc, c'était un peu ça ma part d'histoire. Merci. N'oubliez pas de liker, commenter. J'ai beaucoup d'histoires que j'ai vécues parce que hier, j'ai été vraiment une fille de joie, comme on dit. Mais je vais revenir. Merci. Merci pour l'histoire. Et merci à tous ceux qui ont déjà... Il y a l'option des badges. Hein. Pour ceux qui veulent les badges, là, il y a les badges. Et je ne sais pas comment on achète ça. Mais il y a un endroit dans le live chat là où il y a un truc comme le dollar comme ça. Cliquez dessus. Et vous allez voir là où on prend les badges pour être membre, tout ça là où on supporte le mouvement et tout ça et tout. Merci. On passe à la 5e histoire. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Il y a déjà plus de 4-5 personnes qui l'ont fait. Donc, 5e histoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir DMG. Je viens raconter spécialement une histoire qui m'est arrivée. Je crois que ça va bientôt faire pratiquement déjà 2 ans. 2 ans que ça m'est arrivé. Si je viens raconter cette histoire, c'est juste pour demander aux jeunes filles de faire vraiment attention. Parce que moi-même, je suis une jeune fille, je n'ai rien que 21 ans, mais je suis encore très jeune. Donc, si je viens raconter cette histoire, c'est pour éviter à certaines jeunes filles qui, comme moi, sera confrontée à ces genres de situations, il va tomber dans le panneau. Bon, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que
Pendant les vacances, j'étais allée passer les vacances chez ma tante. Je veux pas trop donner des détails et tout, mais je suis au Gabon. Cette histoire s'est passée au Gabon. J'étais allée passer les vacances chez ma tante. Lorsque j'étais allée passer les vacances chez ma tante, et j'avais aussi ma soeur qui restait dans la même zone et tout, c'est d'où un jour elle m'a proposé on s'ennuie et tout, on va aller, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert et tout, c'était un restaurant bien et tout, bien chic et tout. C'est d'où j'ai dit ok d'accord, vu que j'attends qu'on m'envoie de l'argent, lorsque l'argent va me parvenir, je te ferai signe. Comme ça, on va aller découvrir le restaurant en question. C'est d'où elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Quelques jours plus tard, j'ai finalement reçu l'argent qu'on devait m'envoyer. J'ai fait signe à ma soeur et tout, vu que c'est la fille de mon oncle. J'ai les gens fait signe. Nous nous sommes apprêtés bien tranquilles et tout. Nous sommes partis dans le fameux restaurant en question. Nous avons commandé et tout. Nous avons commandé. La facture faisait dans les 20 et quelques mille. On s'est dit, c'est super, vu que nous sommes sortis avec une somme d'à peu près 30 000. Lorsque je demande au serveur de m'apporter la facture, le serveur m'apporte la facture. Et dès que je remets la facture au serveur, l'argent plutôt au serveur, le serveur retourne et quelques minutes plus tard, le serveur me rapporte genre mes 30 000. Je sens que c'est l'argent qu'on devait, j'en payer la facture et tout. Pourquoi vous me redonnez l'argent? Il me fait comprendre qu'il y a des messieurs qui sont quelque part dans le restaurant, mais un peu plus au fond, qui ont payé notre facture. C'est d'où je sens que merci, dis-leur merci, vraiment c'est gentil de leur part. C'est d'où on n'a pas trop cherché à tarder, vu qu'on avait déjà terminé. Nous sommes levés, nous sommes sortis. Lorsque nous sortons, on est en train de marcher, on marche, tout d'un coup il y a un monsieur qui vient, veste et tout, il nous aborde. Bonsoir, excusez-moi, mesdemoiselles et tout. Je viens de la part de mon patron et tout. Il voudrait vous inviter quelque part pour aller boire un verre et tout. Après, vous pourriez rentrer. Et je sens que ma soeur et moi, on se regarde, on est un peu... On ne comprend pas trop. Après, on finit par dire bof. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est d'où il y a un monsieur et tout qui est venu, on l'a ouvert dans la portière, il est monté dans une des voitures. Après, nous, il y a un autre chauffeur, vu que c'était un petit cortège, j'étais dans 2 voitures. Nous, on nous a fait monter dans la deuxième voiture derrière. Le monsieur, lui, était dans l'autre voiture qui était devant, seul à l'intérieur. Nous sommes partis dans un grand hôtel là, quelque part vers Ovendo là-bas. Nous avons bu. Après, le monsieur est venu m'aborder. Il m'a fait comprendre que depuis le restaurant, il m'a vu, machin. Il s'est intéressé par moi et tout. Voilà pourquoi il a envoyé son chauffeur venir m'aborder. J'étais un peu perplexe. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est d'où il m'a dit, c'est possible que je puisse avoir ton contact. C'est d'où j'ai un peu hésité. Après, j'ai dit, on sait jamais. Ok, je lui ai remis mon contact. Il nous a demandé de commander tout ce qu'on voulait. Ma soeur et moi, on a commandé. Ils ont géré la facture. Après, maintenant, il m'a remis une somme de 50 000 pour que je puisse prendre le taxi avec ma soeur pour rentrer chez nous. Il m'a fait signe en partant qu'il allait m'appeler le lendemain matin. C'est d'où le lendemain matin est arrivé. Je vois mon téléphone ne sonne pas. J'ai attendu son appel. Je vois mon téléphone n'a pas sonné du tout. Je me suis dit, peut-être il a oublié. 2 jours plus tard, j'étais en train de dormir.
Mon téléphone sonne, je vois un numéro masqué qui m'appelle. Je réponds parce que j'avais un peu des doutes que ça soit lui parce qu'il m'avait dit qu'il allait me faire signe. Donc, quand je réponds, il me fait savoir que, désolé, qu'il ne m'a pas appelé les 2 jours plus tôt parce qu'il était en voyage, c'est qu'il est rentré, il a vite fait un aller-retour quelque part, là, il est rentré, qu'on se verra peut-être demain. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Le lendemain, j'étais avec ma soeur en train de laver le linge et tout. On lavait le linge et tout. Mon téléphone sonne. Je réponds, c'était lui. Il me fait comprendre que après toi, je viens te chercher. Dans 30 minutes, je viens te chercher et tout. Je sens que ok, d'accord, j'arrête de laver le linge, je pars, je prends vite une douche et tout. Après, je pars genre au lieu du rendez-vous. Je vois, j'étais genre une voiture garée et tout. C'est d'où je suis partie, je suis montée. On a un peu fait le tour. Il y avait toujours son homme de main, genre son chauffeur et tout. On était à 2. On a un peu fait le tour. Après, c'est d'où son chauffeur s'est genre garé quelque part. Après, c'est d'où l'homme en question a commencé à me parler. Écoute, si je t'ai abordé, tu sais pourquoi je t'ai abordé, tu n'es pas une petite fille et tout. J'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec toi, patati patata, tu me dis juste ce que tu veux. Je commence à avoir peur, je sens que mon Dieu, je me suis embarquée, donc quoi, je commence à avoir peur. Il me fait comprendre que il veut avoir des rapports sexuels avec moi, mais où j'ai commencé à avoir plus peur, c'est d'où il a ouvert genre une sorte de mallette. Il y avait l'argent à l'intérieur. Il m'a dit, je vais avoir un seul rapport sexuel avec toi et je vais te donner 3 millions dans l'argent qui est dans cette mallette. Mais à une condition, on doit faire derrière. Je sens que dans mon cœur, je commence à me sentir grave en danger. Je commence à prier, ah Seigneur Jésus, dans quoi je me suis embarquée? Est-ce que je vais pouvoir sortir de cette voiture vivante? Le monsieur me fait comprendre que je veux juste avoir un seul rapport, je vais te donner 3 millions à une seule condition, nous fassions derrière. C'est d'où j'ai activé mon mode survie. J'ai fait comprendre au monsieur qui, moi ça me dérange pas et tout, mais est-ce qu'on peut mettre ça dans 2 jours parce que actuellement je suis en mauvaise période et j'aimerais pas qu'on parle, on le fasse genre comme ça et tout. C'est d'où le monsieur me fait comprendre que non, mais moi ça me dérange pas vu qu'il se sera genre derrière et tout. Moi, ça me dérange pas. Si tu veux, je peux déjà te remettre l'argent et nous allions, vu que j'ai mon frère à moi qui a un hôtel dans Libreville, je pourrais l'appeler et tout. Comme ça, il va nous ouvrir et tout. Vu que je rappelle bien, c'était pendant la période du corona, donc tout était absolument fermé. C'est d'où je l'ai ramené. Je suis dit que non, mais t'inquiète, n'aie pas peur et tout. Je te fais signe dans 2 jours. Je te fais signe dans 2 jours. Il est un peu marché, je l'ai laissé trop comprendre et tout, que j'étais grave intéressée. Il m'a dit, ok, dans 2 jours et tout, y a pas de souci. Il est parti, il m'a déposé chez moi. Il m'a donné 150 000, il m'a dit, tiens, bois un truc ce soir avec ta soeur et on se retrouve dans 2 jours. C'est d'où je suis descendue, tout mon corps tremblait. J'ai seulement dit, Seigneur, donc quoi, je viens à peine d'échapper là, mon Dieu. C'est d'où je suis partie, j'ai expliqué la situation à ma soeur. Elle m'a dit bloque tous ces numéros, je les bloqués de partout. C'est comme ça, il sait pas, et peut-être il essayait de me joindre dans les 2 jours qui sont passés. C'est comme ça, une semaine plus tard, vu qu'apparemment, il vivait dans la zone ou bien je sais pas quoi. Ma tante, chez qui j'étais allée passer les vacances, m'a envoyé chez le montagnais. Elle a acheté à manger pour préparer. Dès que je sors, je vois
une grosse voiture noire qui gare. Genre, nous tous on recule vu qu'il y avait des gens à côté de moi qui étaient en train d'attendre, genre les clandos. Une voiture noire qui gare devant moi. Non, nous tous on recule parce que ça gare avec la pression. C'est d'où la vitre descend. Quand je regarde, je reconnais le visage du monsieur. C'est l'homme de main du monsieur en question, genre son chauffeur. L'homme descend, c'est d'où il me fait comprendre que mais qu'est-ce que toi tu es en train de faire comme ça? Nous sommes en train de te chercher partout. Je sens que pardon, commence à me chercher. C'est d'où il me fait comprendre que bah tu as bloqué le numéro, pourquoi machin. Vu qu'il y avait un peu les gens, j'avais peur. Il me fait comprendre que bah nous sommes en train de te chercher, tu as bloqué le numéro et tout. On va finir par te trouver. Tu oublies que Libreville est petit. Il m'a menacé comme ça devant les gens. Il y avait bien des témoins et tout. Tout d'un coup, il a fait monter la vitre, il a démarré, il est parti. C'est d'où j'ai seulement dit Seigneur Jésus. À l'instant T, je suis partie chez ma tante. J'ai fait tous mes bagages que j'avais emmenés pour venir passer les vacances chez elle. J'ai pris tous mes affaires. Je suis partie où j'ai resté avant. En fait, si je raconte tout ça, c'est juste pour dire que dans cette histoire, si j'avais par exemple accepté d'aller sortir avec ce monsieur, je me dis par exemple que les 3 millions que le monsieur m'avait proposé pour pouvoir aller sortir avec lui, c'était par exemple l'argent peut-être de mon cercueil. Parce qu'avec toutes les choses bizarres qui se passent ici dehors, ça commence ça, c'est toujours c'est toujours dans ce genre de contexte-là. Tu vas partir avec un monsieur qui te propose de l'argent, tu vas écouter une grande somme et tout, tu vas aller te livrer et après tu auras des trucs bizarres qui vont t'arriver. Si j'ai fait cette audio, c'est pour dire aux gens d'arrêter juste de tomber dans ce genre de piège. Peut-être je me dis aujourd'hui que si j'avais finalement accepté de sortir avec ce monsieur, peut-être que jusqu'à présent, j'allais plus pouvoir même faire cet audio. J'allais peut-être même plus être en vie. J'allais peut-être être enterrée depuis des lustres. Peut-être que les 3 millions là, ça aura été l'argent de mon cercueil. Si j'ai fait cette audio, c'est juste pour dire aux jeunes filles de vraiment faire très attention. Et c'est pas tous les offres que l'on vous propose que vous devez sauter dessus. Un homme que vous ne connaissez pas viendra vous proposer une somme pareille afin de pouvoir coucher avec vous. Il y a de quoi faire tourner la tête. Tu vas pas aller accepter bêtement parce que tu vas te dire que non, c'est toi la plus belle. C'est non, tu n'es pas la plus belle du monde. C'est pas toi Beyoncé ni Shakira pour que un homme va venir te proposer 3 millions pour sortir avec toi. Il faut voir le mal qui se cache aussi derrière. Puis c'est juste ça que j'avais à dire et juste conseiller les gens de vraiment faire, vraiment faire très attention. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. On va rapidement passer à la 6e histoire. Laissez des commentaires, likez la vidéo, partagez. Bonjour famille MG, je vous remercie tous en tout cas d'avoir initié cette émission. Vraiment, ça va nous permettre aussi de faire beaucoup attention lorsque nous sortons. Ok. Bon, moi, mon histoire que je vais raconter, bon, je l'avais déjà envoyé sur un voice, mais c'est peut-être. Par contre, j'ai pas vu que tu as publié ça. Peut-être je vais renvoyer. Peut-être que la première ne remplissait pas un certain type, un certain nombre. Voilà, c'est un homme direct quoi. Peut-être qu'il y avait trop de bruit là-dedans, ou peut-être le temps était un peu long quoi. Ok, bon, c'est l'histoire d'un monsieur, un jeune coiffeur. Il a fini ses études universitaires, bon, il n'a pas de travail donc il a décidé de faire son salon de coiffure pour pouvoir coiffer les gens. Et là-bas aussi sa petite famille, sa chérie avec des enfants. Bon, il coiffait. Bon, un jour, le monsieur est en train de coiffer. Puis voilà, le monsieur qui a garé, une grosse voiture qui a garé, une grosse cylindrée là, bien teintée,
Bon, le gars s'est posé la question, mais qu'est-ce que un grand type comme ça va venir faire d'un petit salon du quartier qui n'est même pas, qui remplit même pas les conditions même d'un bon salon même VIP. Quand même, bon, quand il a fini de coiffer les autres, il a dit au monsieur de venir s'asseoir qu'il va se coiffer, parce que sûrement le monsieur, s'il est rentré dans le salon, c'est pour se coiffer. Alors le monsieur vient dire non, que ce n'est pas pour se coiffer, que c'est pour parler avec toi. Il dit ok, d'accord, pas de souci. Il s'attendait peut-être que c'est les gens de la mairie, ou bien peut-être c'est le propriétaire du terrain qui veut peut-être prendre maintenant son terrain pour construire, donc on va lui demander des déguerpis. Bon, il s'attendait à ça. Donc il s'assoit, le monsieur lui dit non, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais que il fait un deal avec lui. Il ne faut pas le jeune être choqué, mais qu'il lui achète les cheveux des personnes, surtout des premières personnes qui vont venir se coiffer. Que si le gars peut prendre les premiers cheveux de la journée, quoi, les 3 premières personnes qui vont venir se coiffer, si le gars peut prendre ces cheveux-là pour conserver à part, quoi. Il balaye une personne, il prend des côtés, il attache un sachet, il met de côté aussi l'autre, un sachet aussi, que les cheveux, ça va de 100 000 francs, 300 000 francs, c'est comme ça, lui, le gars, il achète les cheveux des gens. Donc le monsieur, le jeune, il a réfléchi, puis bon, sa situation de vie aussi était tellement compliquée, il y a des femmes enceintes, non, d'abord, il a 2 enfants, et puis sa femme aussi est là, sa femme n'était pas encore enceinte. En tout cas, il y a 2 enfants sur la tête qu'il doit nourrir, et puis bon, plus lui-même, et puis tout ça, donc c'était un peu compliqué. Donc, la vie un bon deal. Donc, on a dit, bon, il n'y a pas de souci, que ça l'arrange, qu'il va faire. Il va faire ça. Et le monsieur, donc on peut rendez-vous chaque vendredi, c'est là que le monsieur vient prendre les cheveux. Voilà. Donc, le vendredi, le monsieur est venu, effectivement, le jeune a fait ce que le monsieur lui a dit, il a pris les premiers cheveux, il a gardé. Là, quand le monsieur est venu, ils ont fait l'échange, quoi, comme un troc, un marché rapidement. Il descend sa voiture, lui donne les cheveux, lui met les 600 000 francs dans la main. Voilà, bien. Bon, en tout cas, c'est qu'ils se sont rendus. Et c'est comme ça. Les jours ont passé, le jeune, il a de l'argent maintenant. Son salon a changé l'allure. Il a aménagé encore d'autres salons. Il a commencé à faire des jolis coins même de salons de coiffure, même VIP. Il y a les grands écrans plasma. Voilà, la luminosité hier, le carrelage, voilà, des climatisations. En tout cas, il montre qu'il faisait fier à lui, quoi. Il montre qu'il avait l'évolution dans son business. Bon, là, on ne sait pas où il a tiré son argent. Donc, qu'est-ce que les gens vont se dire? On se dit, ok, d'accord, peut-être que ça ne marche plus. Peut-être qu'il a eu un financement là-bas. Bon. Donc, c'était comme ça. Donc, son salon était toujours rempli, les gens venaient toujours. Et le business continuait. Mais il dit un truc, ça commence, il a commencé à voir que les personnes à qui il prenait les cheveux là, pour donner là, il a remarqué que 1 mois, 2 mois après, quand les personnes revenaient, ils sont dans les yeux de la personne que comme si la personne était maladive, quoi. Mais tu sens que la personne, ça ne va plus chez lui comme avant. La lumière qu'il avait, de la manière il brillait avant, il était élégant, souriant, quand il venait, tu sens que ça n'allait pas, quoi, chez la personne. La situation de la personne n'était plus comme avant. Voilà. Ça devenait maintenant dur pour la personne. Dans les yeux, déjà, quand quelqu'un est en galère, quand quelqu'un souffle, là, quand tu vois déjà son regard, là, il a maigri d'une manière un peu sec. Voilà. Il sentait que ça n'allait pas chez la personne. Ben lui, bon, lui n'a pas prêté attention à ça. Il s'est dit que bon, peut-être les gens ont des problèmes. Hein. Bon, tout le monde a des problèmes. Donc peut-être les problèmes se trouvent ailleurs. Il n'a pas tenu compte que peut-être c'est les cheveux qu'il donne là qui peut faire que ça peut arriver. Donc bon, il faisait toujours ce business avec le monsieur. Jusqu'en arrivant un jour où il y a un adulte, bon, un monsieur, quoi, quelqu'un de responsable, un peu, on va dire la cinquantaine, 55, 45, bon, un vieux, pas un peu au mieux d'une manière là. Voilà, il n'est pas trop vieux, il n'est pas jeune aussi. Voilà. Le monsieur est venu se coiffer. Le jeune a fini de le coiffer, tout ça. Il faisait partie des 3 premières personnes à qui on devait remettre les cheveux. Donc il a pris ça, il l'a conservé. Bon, il faut dire d'abord que le jeune, en tout cas sa vie avait changé. Hein. Il avait des véhicules, des taxis compteurs, sa femme a déménagé, il a mis sa femme dans une bonne situation, une bonne vie. En tout cas, c'était plus la galère de l'autre fois.
Voilà, donc le monsieur est venu se coiffer, le monsieur adulte est venu se coiffer. Et il faisait partie des personnes, les 3 premières personnes. Donc le monsieur a pris les cheveux. Quand le gars est venu, le businessman, le satanique, le businessman, il est venu. Il a pris les cheveux du monsieur. Il a donné les cheveux, mais les cheveux du monsieur là aussi, il faisait partie. Donc, 1 semaine, 2 semaines. Donc, le jeune avait des gens qui coiffaient pour lui. Hein. De temps en temps, lui aussi, il venait s'asseoir aussi pour coiffer aussi. 1 semaine, 2 semaines. Matin, voilà quelqu'un qui l'attend. Lorsque le magasin s'ouvre, le monsieur il finit de s'installer. Ces petits sons là. Le monsieur vient le prendre de côté. Mon frère, s'il te plaît. Il dit oui, qu'est-ce qui se passe, doyen? Il dit ok, là où tu as mis mes cheveux là, il faut m'envoyer ça, il y a besoin de ça. Non, le monsieur se jette quoi. Le jeune se jette. Il fait comme si j'en n'étais pas au courant de quelque chose. Il dit non, mes cheveux, où tu as envoyé mes cheveux là? J'ai besoin que tu ramènes mes cheveux. Il dit non, quel cheveux? Ici là on coiffe des gens, plusieurs personnes, on n'a pas le temps de faire distinction des cheveux, rentrer ici, sortir ici. Donc, bon, ça crée la discussion en même temps. Là, ils ont failli se battre. Ils étaient sur le point même de se bagarrer. Puis les gens sont venus séparer. Quand les gens ont séparé, ils n'ont pas donné raison au doyen là. Il m'a dit non, ici c'est un salon de coiffure, tout le monde rentre. Donc toi tu peux pas venir du jour au lendemain. Tes cheveux que t'ont coiffé dans 2 mois, 3 mois, on va te remettre ses cheveux. Donc le monsieur est allé, le monsieur avant des parties, il a menacé le jeune. Il promet au jeune que le jeune doit les chercher. Que si le jeune n'a pas envoyé ses cheveux dans un délai bien défini, le jeune aura besoin de lui. Le jeune va les chercher ici à Abidjan pour pouvoir lui rembourser ses cheveux. Et puis il est parti. En colère même. Ok, bon, le jeune a vu ça un truc insignifiant. Bon, peut-être un gars, ça va pas sur lui, donc il va faire la bagarre un peu. Il va faire la bagarre. Donc c'est comme ça, les jours qui suivent, le jeune dit, pour un rien, voilà son fils qui a commencé à tomber malade. On va à l'hôpital, on trouve rien. On va à l'hôpital, on trouve rien. On va à l'hôpital, on trouve rien sur son fils. On va à l'hôpital, on trouve rien sur son fils. Donc c'est comme ça, il tourne non plus les hôpitaux, vraiment, on voit que son fils n'a rien. Donc, ça a traîné comme ça quand son fils souffrait. Jusqu'à d'ici son fils allait mourir, le monsieur est venu. Le jeune lui a dit, ah, je t'avais dit de me donner mes cheveux. Le monsieur est revenu plus tôt. Le monsieur lui a dit, mon frère, je t'avais dit de donner mes cheveux. Que si tu ne donnes pas mes cheveux là, je t'assure que toute ta famille là, toute ta famille va finir. C'est-à-dire, de ton premier jusqu'à ton dernier, tout le monde va partir. Il ne te rembourse pas mes cheveux. Donc le jeune n'a pas pris ça au sérieux encore toujours. J'ai dit que non, c'est maladie de son fils qui fait. C'est maladie de son fils. Donc dans ça, ça ne va pas durer. La maladie s'est aggravée. Son premier est décédé. En temps, il avait fait un nouveau-né. Bon, il avait 2 enfants. Puis sa femme était enceinte, elle a accouché encore un bébé encore. Voilà, un bébé, voilà. Donc le premier est parti. Là, ça ne l'a pas fait grand chose. J'ai dit que bon, peut-être mon enfant est décédé. Donc, continuez toujours. C'est business. C'est une affaire d'argent. Ok. Continuez ça toujours. Les semaines encore qui suivent, pas trop, d'un intervalle de 2 semaines, 3 semaines, moi il a fini d'enterrer, ça n'a pas duré. Voilà son deuxième qui va peut-être. Son deuxième qui sait, sa femme est en train de préparer. Voilà, sinon c'est expliqué. Sa femme est en train de préparer. L'enfant a juste passé à côté. La dame, elle allait prendre quelque chose peut-être dans la cuisine comme ça. L'enfant a passé à côté du gaz. Boum, la bonbonne s'est explosée. Ça a brûlé l'enfant même complètement. Donc ça, ils vont prendre l'enfant. Moi, on a envoyé l'enfant à l'hôpital. Les brûlures, tout ça là. Son fils est décédé là-bas. Du coup, il a commencé à prendre ce secret. C'est pas clair. Donc lui-même maintenant, il a commencé à chercher le monsieur. Essayer de rentrer en contact avec le monsieur. Essayer de voir comment ils peuvent régler le problème. Parce qu'il a vu que vraiment ça n'allait pas. Et ce que le monsieur avait dit, c'était de sérieux. Donc heureusement, il a trouvé le monsieur. Quand il a trouvé le monsieur, il a pris le monsieur du côté. Ah mon frère, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé avec le chemin. Vraiment, il ne peut plus récupérer ça, c'est impossible. Tu vois, non comme ça,
Bon, d'abord, avant qu'il allait aller voir le monsieur, quand son gars qui faisait le business est venu, il a expliqué au gars, ah non, voilà ce qui m'est arrivé. Un monsieur qui est venu, le gars a réclamé ses cheveux. Le gars dit immédiatement ses cheveux. Sinon, ah, moi j'aurais des problèmes. Et puis vraiment, je constate que vraiment actuellement ça va pas. Voilà mon fils qui est décédé il n'y a pas longtemps. Le gars lui a dit non, actuellement les cheveux là, où c'est allé, où ça va là, on peut plus récupérer. Ça ne reste pas encore de ici. Quand ça vient, on fait un ensemble. Après, ça va dans les pays, au Nigeria, ça peut aller en Inde. Que eux-mêmes là, bon, ils ne maîtrisent pas où ça va. Ils mettent tout ensemble, comme ce qu'on les dit en gros, et puis après, ça va où ça peut aller. Ils ne sont pas trop informés de où les cheveux vont. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé à faire des discussions avec l'autre, puis avec son businessman là. Et le gars lui a dit non, ok, d'accord, donc ce gars lui va arrêter de faire les business avec lui. Il va arrêter de venir prendre les cheveux, et puis c'est comme ça qu'ils se sont laissés dans la colère. Parce qu'il a vu que bon, pour moi, ce qui arrivait, c'était pas du jeu. Donc, il a croisé le monsieur, le vieux qui a pris les cheveux, essayer de parler au vieux. Ah, vraiment, il ne peut pas récupérer tes cheveux. C'est impossible, mais quand même, dis-moi une somme que je vais te donner. Si tu veux me vider tout mon compte, je vais te donner pour que je vais avoir la paix. Parce que vraiment, actuellement, ça ne va pas. Le monsieur a insisté qu'il ne peut pas faire autre chose que c'est ses cheveux ou rien. Que ce n'est pas ses cheveux, il ne sait pas quoi il va dire encore au jeune. Et puis il est quitté devant le jeune. Donc le jeune maintenant était troublé maintenant. Le jeune était troublé, ça n'allait pas. Ses enfants sont en train de mourir. Ça n'a pas duré, son dernier est décédé dans l'eau. C'est-à-dire une petite mare d'eau, voilà, où on lave les bébés. Sa femme a mis juste un peu d'eau dedans, fait asseoir l'enfant dedans, aller s'occuper de certains trucs. Dès qu'elle revient, je ne sais pas, l'enfant est tombé dans l'eau, puis l'eau l'a augmenté, et son bébé l'a noyé dans l'eau là comme ça. Donc du coup, tous ces 3 enfants sont morts, et maintenant c'est lui et sa femme maintenant qui reste. C'est lui maintenant et sa femme maintenant qui reste. Donc j'ai toujours rentré en contact avec le monsieur. À un moment, il ne voyait plus le monsieur même. Le monsieur qui a pris les cheveux là. Pour même lui demander pardon, il ne voyait plus le monsieur. Donc maintenant, actuellement, lui aussi, il dit sa santé, ça ne va plus trop. Sa santé, ça ne va plus trop. Il sent qu'il fait des mauvais rêves, il n'arrive pas à dormir, puis il ne se sent pas bien dans sa peau, comme avant, quoi. Il sent que quelque chose, il sent que ça fait un broche. Donc c'est ça, il demandait de l'aide. Il demandait de l'aide, quoi. Il demandait de l'aide. Non, ça, le grand frère a compris l'histoire, et puis le grand frère est venu nous expliquer ça un peu. Voilà. Bon, la morale, c'est quoi? Quand on sort, on ne peut pas dire on ne peut plus se coiffer, ou bien on peut rentrer dans un salon de coiffure. Et moi, ce que moi je fais, quand moi je mets me coiffer maintenant, depuis entendu l'histoire, je mets un peu d'eau salée, je mets un peu d'eau, je prends de l'eau, je mets le sel là-dedans un peu, et puis je frotte ma tête, ça devient sec, et puis je mets me laver. Parce que le sel là, ça protège un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. La morale, on a peur maintenant même pour sortir. Ben, avec ça aussi, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas sortir. Donc on sort, c'est la prière. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. En tout cas, moi, c'est ma stratégie un peu, quoi. Parce que même les femmes qui sont fait les hommes, tout ça, on a des histoires aussi. Voilà, c'est ce genre de pratiques que l'ennemi utilise pour pouvoir nuire aux enfants de Dieu. Ouais, ok. Bon, c'est un peu ça, les frères. C'est un peu ça. DMG, en tout cas. Félicitations. J'avais déjà envoyé l'histoire là, mais comme j'ai pas vu que tu as publié, je me suis dit peut-être, bah, après mon portable a eu des problèmes. Donc, c'est pas si en réinitialisant, toutes les choses ont été supprimées. Peut-être ça supprime aussi de ton côté WhatsApp aussi. Vraiment, c'est un peu ça l'histoire. Vraiment, que ça sensibilise beaucoup de jeunes aujourd'hui. Voilà. Merci bien. Que Dieu bénisse. Merci pour l'histoire. On passe à la 7e histoire. 7e histoire. Bonjour à toute la communauté de DMG TV et bonjour à tout le monde. Je viens encore pour une histoire depuis le Gabon, plus précisément à Port-Gentil. Je viens vous conter une histoire que j'ai vécue dans une maison, toujours à louer. Je suis partie louer une petite maison dans un quartier de la place. Tranquille, bien avec les gens. Je suis venue, bonjour. En tout cas, le voisinage avec tout le monde, c'est bon, c'est tranquille. Mais moi, j'ai toujours un tic. J'ai un tic en moi.
En fait, moi, je suis le genre de personne, comme mon esprit ne donne pas avec quelqu'un, je n'aime pas forcer. Je n'aime pas trop forcer, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis et connaissances, comme mon esprit ne donne pas, j'aime pas forcer. Parce que j'ai pris, avant, je négligeais cette histoire-là, mais maintenant, je prends ça en compte. Parce que souvent, quand je joue au têtu, souvent, c'est la merde. Je tombe souvent dans la merde. Donc, c'est comme ça, je suis partie, j'ai commencé à louer là-bas avec les enfants, tranquille, tranquille. Bizarrement, un soir, on dort. Je te dis qu'un soir, on dort, toute la maison est bien fermée. Hein. La maison est bien fermée. Comme d'habitude, moi, je ne dors pas vite. Souvent, je dors beaucoup tard. Soit je dors en retard, soit je veille, soit je suis là sur mon téléphone, soit je suis là sur un livre. Un peu ça. Donc, on est en train de dormir, on est sur le lit. Bon, j'étais avec l'une de mes filles, la plus petite, elle dormait déjà. Tout d'un coup, dans la nuit, les mouches, ça, non. Ça, cette histoire, je n'ai jamais. S'il y a des choses, c'est vrai que les maisons qu'on loue au Seigneur, que Dieu nous donne la vie. Les maisons qu'on loue, c'est compliqué. Toute la chambre est bourrée de mouches, tous les 4 murs de la chambre, que ce soit tous les 4 murs, les mouches, tout le plafond, les mouches. Mais les mouches là sortent d'où, Seigneur? La nuit, hein, très tard, hein, vers les 24h, 1h du matin. Je dis, ça c'est quelle histoire? Les mouches là sortent d'où? La maison est fermée. Les mouches dans la nuit à l'heure là, ça c'est quoi? J'ai fait ma prière. J'ai dormi. J'ai dormi le matin. Ça s'est passé. Le matin maintenant, je vois un asticot. J'avais déjà, le matin quand je me réveille, j'ai déjà rangé le lit. Je vois un asticot qui est sur le lit, que j'ai déjà bien dressé le matin. J'ai dit, bon, là, il y a quand même des choses bizarres dans cet endroit-là. C'est comme ça que j'essaie un peu de me renseigner un peu dans le quartier que je suis venue habiter. Ah, avec une voisine, j'ai dit, ah, moi je loue ici, là, je veux un peu savoir, toi qui reste ici depuis des années, comme vous êtes des autochtones du quartier et tout, est-ce que là où je loue là, est-ce que c'est une maison bien, machin et tout. La dame me dit, ah, la maison là où tu loues là, il y a une dame qui est décédée dans cette maison. Maintenant, l'autre, la grande maison aussi, une dame aussi est décédée là-bas. Elle dit, ah, peut-être c'est... Au fond du cœur, je ne lui ai pas dit, c'est que j'ai vu. J'ai regardé son fond du cœur, j'ai dit au fond du cœur, ah, peut-être que... C'est peut-être des choses comme ça, je ne sais pas. C'est comme ça que j'ai pris un peu de citron avec un peu de sel pour purifier un peu la maison. J'ai pris du citron avec un peu de sel, j'ai pris un peu les feuilles de laurier. J'ai allumé pour souvent enlever chasser un peu les mauvaises ondes, si on peut dire. Et je n'ai pas mis du temps là, dans cette maison à louer. Après, j'ai cherché une autre maison ailleurs, je suis quitté. Mais souvent, la propriétaire de cette maison est un peu souvent bizarre. Et c'est bizarre, depuis que je suis restée dans ce terrain-là, mon esprit n'a jamais aimé cette femme. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de forcer, mais l'esprit, je ne veux même pas la sentir. C'est que je lui dis bonjour, je lui disais même bonjour, là, c'est pas en fait. Parce qu'il y a des jours, même, je me réveille comme ça le matin, je prends mon sac, je pars au boulot, même si je le vois, je n'ai pas même envie. Je n'ai même pas envie de lui donner mon bonjour, je ne sais pas. C'est une femme, en fait, quand je lui regardais, elle ne m'inspirait pas. En fait, l'esprit, c'est pas, ça ne fonctionnait pas. C'est pas quelqu'un que j'arrivais un peu à parler, non. Et un jour, il y a un des voisins, je ne sais pas ce que la dame là l'avait dit, la propriétaire avait dit à ce monsieur-là. Le monsieur là l'a bien insulté devant moi. Oui, toi tu es là, tu veux venir parler de mes problèmes, c'est toi-même qui tues tes enfants. Toi-même, tu dois être une grande sorcière, là tu es là, parce que tu ne peux pas perdre à chaque fois les enfants. Toi-même, tu dois être une grande sorcière. C'est là je tiquais, j'ai dit, ah, c'est là où je suis restée. J'ai dit, ah, peut-être que si mon esprit ne veut pas peut-être la saluer, peut-être elle-même connaît les choses qui se passent ici. Là, moi, pour moi, je suis venue louer. Ça ne me regarde pas. Donc, c'est un peu ça. Faisons beaucoup attention là où nous allons louer. Faisons attention aux alentours aussi, parce que vraiment, le dehors là, c'est très dangereux en ce moment. C'est que même nous-mêmes, là où on pose les pieds, on ne sait même plus. Tu vas habiter quelque part, on t'attaque. Tu travailles quelque part, on t'attaque.
Tu côtoies quelqu'un, tu es toujours attaqué. En fait, le dehors, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Je te dis, c'est compliqué. Alors, vraiment, faisons attention à nous qui allons louer dans les maisons des autres. Parfois, on va louer dans les maisons hantées. Parfois, on va louer dans les maisons là où il y a les sorcières. Les propriétaires, ce sont des sorciers, des sorcières. Ils nous attaquent. Vraiment, le dehors, c'est vraiment dangereux. Et soyons toujours dans la prière. Prions toujours. C'est très important la prière. Parce que c'est avec la prière qu'on combat ces démons-là. Bon, bonne journée et passez une bonne journée à toute la communauté d'IMJ. Merci encore pour tout ce que tu fais et vraiment beaucoup de courage parce que avec ta page, j'apprends beaucoup. Je me suis abonnée et quand je me suis abonnée, quand j'ai commencé à suivre ta page, c'est sur TikTok. J'ai commencé à TikTok. Ah, mais donc il y a des histoires comme ça. Comme ça, quand j'ai vu sur TikTok et puis après, je suis partie à YouTube, j'ai cherché ta page et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre tes histoires. Vraiment, ce sont des histoires qui nous réveillent l'esprit, qui nous rendent vraiment éveillés. Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu vraiment te donne la force de grandir encore, d'être encore plus, que cette page vraiment grandisse. Et nous, si on veut écouter les histoires un peu qui se passent dans d'autres pays, comme le Nigeria par exemple, les histoires des pays un peu anglophones, la sorcellerie, au niveau des pays anglophones, vraiment, ça nous fera plaisir. Bon, bonne journée à vous. Bisous, bisous. Merci pour l'histoire. On passe à la 8e histoire. Salut DMG, je dis bonjour à la communauté DMG TV. N'oubliez pas de liker, partager et laisser vos commentaires par la suite. Alors je suis ivoirienne et étant au Togo, c'est Sissi. Voilà, je vais donner mon pseudonyme de Sissi. Alors, c'est une histoire qui s'est passée dans ma famille, voilà. Au niveau du côté maternel, on va dire, un grand-père assez éloigné et tout ça. Et donc, c'est l'un de mes oncles qui racontait cette histoire-là un jour, qui parlait du fait que les gens sont vraiment méchants et qu'ils ne sont pas reconnaissants. Mais surtout que leur méchanceté même va au-delà de ce qu'ils font à leurs proches. Et il racontait l'histoire comme ça de son oncle qui aujourd'hui n'est plus aujourd'hui resté au village au niveau de la Côte d'Ivoire. Plus précisément dans les villages approximatifs à Adzopé. En tout cas, ceux qui sont à Abidjan connaissent Adzopé et tout. Et donc, l'histoire se passe dans l'un de ces villages-là que je ne vais pas citer, avec l'oncle en question. Et cet oncle-là, ce monsieur-là, dans le village, tout le monde le connaissait pour sa méchanceté, pour son égoïsme. Vraiment, c'était quelqu'un de assez carré. Il n'avait ni femme, ni enfant. Il vivait seul dans sa maison, sous prétexte qu'il ne voulait pas avoir de charge, ni encore à partager ses biens avec qui que ce soit. Voilà, donc il a toujours vécu seul. Ses sœurs, il avait 2 sœurs, ses sœurs se sont mariées, sont parties, mais lui, il est resté jusqu'à ce qu'il décède tout seul, sans enfant, ni personne, ni rien. Il n'avait que son champ, il va au champ, il revient, voilà, c'était ça, quoi. Et donc, c'est comme ça il vivait, il ne recevait personne à la maison. En tout cas, c'était quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment très, très, très méchant. Et voilà que, un jour, mon oncle, le grand frère à ma mère qui racontait l'histoire disait comme ça qu'un jour il était dans la ville d'Adzopé et puis bon, quelque chose lui a dit comme ça d'aller voir ce monsieur-là, ce dernier-là. Donc il part le voir et tout ça. Et puis il lui dit, ah mais papa, comme enfin c'est pas son père, mais respectueusement, ah papa, mais tu n'as personne là comme ça, tu vieillis, il faut que tu aies quelqu'un au moins pour t'aider, tout ça. Il dit non, que lui n'a pas besoin de quelqu'un et tout. Et que les gens disent qu'il est méchant et que lui préfère rester seul dans sa méchanceté et qu'il assume le fait qu'il soit méchant et tout. Donc mon oncle qui
qui lui dit comme ça, mais ce que tu fais là, c'est pas bien parce que à la longue, ça va te rattraper d'une manière ou d'une autre. Ça va te rattraper d'une manière ou d'une autre. Il lui dit comme ça va te rattraper d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour la petite histoire, mon oncle repart, il revient sur Abidjan. Et voilà ce qui se passe. Les mois se sont écoulés et tout. Et l'oncle, un jour, se lève, il part au champ. Je pense qu'il a à prendre sa daba, machette et tout ce qu'il faut. Il part au champ. Et quand il revient du champ, il fait couler ce qu'on appelle communément chez nous le bandit. Voilà, ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent un peu ce que c'est que le bandit. C'est une boisson traditionnelle et tout, alcoolisée et tout. Donc il traite son bandit, il le met dans le bidon, tout, puis il continue son chemin. Et il arrive au bord d'une rivière et il trouve une vieille femme, mais vraiment vieille, assise au bord de cette rivière-là. Et la dame lui dit, il a dépassé carrément. Et la dame lui dit, mon fils, vraiment j'ai soif, j'ai besoin que tu me donnes ton brandy là à boire, j'ai très 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 soif. Et lui qui lui dit, non, lui n'a pas de brandy, il n'a pas cette boisson là sur lui. Elle dit, mon fils, elle insiste que mon fils, j'ai soif, j'ai besoin que tu me donnes ton brandy là à boire. Il dit, mais tu es assise au bord de l'eau, tu peux prendre l'eau pour boire. Elle dit, non, je veux ce que tu as là. Je sais que tu as ce brandy là sur toi. Donne-moi un peu que je puisse vraiment m'abreuver et tout. Excusez-moi. Et il refuse catégoriquement. Et la vieille comme ça qui lui dit que comme tu as refusé, je t'ai demandé à boire. Tu as refusé de me donner ce que je t'ai demandé. Ce bandit là que tu gardes sur toi, tu vas le boire jusqu'à ta mort. Que ne tente même pas de boire de l'eau. Le jour où ta langue de l'eau touchera ta langue, tu mourras. Que tu vas continuer de boire du bandit jusqu'à ce que tu décèdes à cause de ta méchanceté. Je vous dis que c'est une histoire vraie, c'est pas un conte. Ça s'est passé dans ma famille. Et donc, et tout de suite, il repart. Il continue sa route. Il continue sa route et puis bon, il rentre chez lui à la maison et effectivement, il boit ce bandit-là. Et quelques jours après, mon oncle repart le voir. Papa, je t'envoie un peu de riz, un peu d'huile, un peu de, voilà, que tu puisses manger et tout ça. Et je signale que mon oncle, qui part le voir là, le frère de ma mère, lui, il ne part pas à l'église. Et on va dire qu'il est animiste. Voilà. Lui, tout ce qui est fétiche et tout, voilà, lui, il aime ça. C'est quelqu'un qui est vraiment ancré dedans. Donc, c'est quelqu'un du genre, dès qu'il te voit, il peut te dire toute ta vie, comment tu es né, jusqu'à ce que tu vas devenir demain et tout. C'est ce qu'il a choisi. C'est sa part. Et donc, il part voir le papa en question. Et puis, il dit au papa que, mais, il n'y a pas de l'eau chez toi. Qu'il n'y a pas de l'eau. Il dit, non, il n'y a pas d'eau. Il dit, mais pourquoi? Il dit, que moi-même, je ne sais pas. Mais la dernière fois, puis il commence à raconter l'histoire. La dernière fois, je suis parti au champ, j'ai croisé une dame, une vieille là. La vieille là-même, je ne sais pas ce qu'elle voulait et tout. Et voilà mon oncle qui lui dit, au fait, en réalité, c'est le génie de la zone que tu as traversée. Le génie de la rivière. La vieille qui était assise au bord de l'eau là. En réalité, c'est le génie qui garde la rivière. Qui est venu te tenter. Pour voir si réellement, ce que les gens disent de toi là, si c'est vrai. Et que ce qu'elle t'a dit là, c'est une malédiction qu'elle a lancée sur toi. C'est une malédiction. Elle t'a dit, puis il a commencé à dire, elle t'a dit, je ne veux pas boire de l'eau, que si tu bois de l'eau, tu vas mourir. Et puis il dit, oui, effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit, ok, c'est une malédiction. Mais toi-même, en temps normal, on t'a dit un truc comme ça, tu devrais, si tu veux vraiment peut-être essayer de réparer les choses, tu peux
Je sais pas comment je dis, bon, je vais laisser mon commentaire. Voilà. Et donc, pour la fin de l'histoire, l'oncle, le papa en question, il n'a plus bu de l'eau. Il n'a plus jamais bu de l'eau. Il peut manger la nourriture faite avec de l'eau, je peux dire peut-être de la banane bouillie, de la sauce et tout, mais de l'eau de façon pure, boire comme ça quand on a soif, non. Il ne l'a plus jamais fait jusqu'à ce que il décède. Et je signale que il est décédé tout seul, sans enfant, ni famille, rien du tout. Voilà, c'est pour dire que la méchanceté, la méchanceté gratuite, ça n'apporte rien en fait. Tant que tu peux faire quelque chose pour autrui, en fonction de ta disponibilité, en fonction de ce que tu as, fais-le. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais avoir fait de la méchanceté gratuite comme ça autour de soi, franchement, ça n'apporte rien du tout. Donc, c'était ma part pour cette histoire aujourd'hui. Merci. Thank you very much. Merci. On passe à la 9e histoire. Je suis très persévérante et j'espère que ça va passer. Je t'envoie une histoire que j'ai vécue et cette histoire s'adresse à toutes les personnes qui sont à l'étranger là. Vous qui êtes à l'étranger, qui aimez faire construire vos maisons, mettre des gens à l'intérieur pour garder les maisons, cette histoire, elle est pour vous. C'est une histoire réelle que j'ai vécue moi-même, dans ma famille. Voilà, donc si vous avez déjà écouté mes histoires, en toute façon, ce que j'ai déjà raconté, je suis quelqu'un avec une certaine sensibilité. Donc la tête ouverte, comme on dit au Gabon. Alors, c'est l'histoire d'un de mes oncles qui vivait à l'étranger et qui avait décidé, en tout cas, de construire sa maison au Gabon. Voilà. Donc, du coup, au bout d'un temps, en tout cas à un moment donné de sa vie, il a décidé de rentrer au bled pour habiter sa maison. Et puis, nous, on était là. En fait, c'était mon oncle. Voilà, et nous, on était partis un tout petit peu habiter avec lui. Alors, ce qui était étrange dans cette maison, c'est que avant qu'il ne rentre, au départ, cette maison a été habitée par un pote à lui, un ami à lui, en tout cas quelqu'un qui est considéré comme étant son frère depuis des années. Cette personne habitait cette maison. Il le connaissait bien évidemment, hein, mais il ne savait pas, malgré le temps, ce que cette personne était devenue. Alors donc, cette personne habitait la maison pendant un temps jusqu'à ce que mes autres oncles reprennent la maison pour habiter pendant un temps, en tout cas pour garder la maison jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il rentre définitivement. On avait l'habitude de trouver, en tout cas de remarquer des choses un peu étranges dans cette maison. Si vous êtes dans la maison, vous allez voir qu'une porte va se fermer, vous avez l'impression que quelqu'un vous suit, vous avez l'impression que tu déposes une chose ici, elle a été déplacée, tu comprends pas. C'était toujours étrange. En tout cas, moi, quand je restais seule dans cette maison, j'avais toujours l'impression qu'on me poursuivait. Tu es au salon, tu peux pas rester seule. Tout le monde avait cette impression. On était toujours sur le qui-vive. C'est-à-dire, tu es ici, tu es là. Il y avait toujours comme si on n'était pas seul dans cette maison. Bon, moi bien plus que les autres, parce que j'avais une certaine faculté qui faisait que j'étais sensible à beaucoup de choses. Alors, cette année-là, quand il est rentré, c'était bien particulier. J'étais une petite fille de 13 ans qui priait beaucoup. J'avais découvert depuis déjà l'âge de 6 ans mes capacités, etc. J'avais déjà vécu beaucoup de phénomènes, donc du coup, je savais un tout petit peu dans quoi j'étais. Et je savais qu'il fallait que je prie beaucoup, etc. Et que voilà, en tout cas, que je m'adonne à quelque chose de bien sérieux. Alors, donc du coup, à un moment donné, les phénomènes paranormaux qu'on vivait dans la maison étaient un peu trop. Mais c'était de trop. Tu es dans la maison, tu entends quelqu'un marcher, tu entends quelqu'un parler, tu sors, il n'y a personne. Tu vas à la cuisine, tu entends des bruits comme si quelqu'un est en train de cuisiner, tu vas à la cuisine, il n'y a personne. Tu laisses ta porte ouverte tranquillement et puis tout d'un coup ça se referme. Ça se referme pas en claquant, mais ça se referme correctement, quoi. C'est-à-dire que les fantômes là, ils étaient corrects, hein. C'était des gens, voilà, ils étaient corrects. C'est-à-dire ils ferment la porte et tout. Il y avait une pièce dans la maison où on rangeait des affaires. C'était une maison de plusieurs chambres. Une affaire de 5 chambres. Et il y avait une chambre qu'on n'utilisait pas et on rangeait des affaires à l'intérieur.
Et puis un jour, moi et mes frères et mes sœurs, on avait décidé de jouer à cache-cache. Ah, pardon. Je raconte ça, je vous assure, j'ai encore peur de cette histoire-là parce que c'est une chose, mais vraiment, c'est cette chose-là qui nous a fait. Je pense qu'au bout d'un temps, après, mon oncle a décidé d'appeler des gens, des pasteurs, etc., pour voir la maison parce que notre maison était clairement hantée. Donc, pendant qu'on essaie de se cacher, moi, je vais dans la chambre, là où il y a des affaires, et personne n'allait là-bas. Mais je vous assure que, oh mon Dieu, j'ai ouvert la porte de cette chambre et je suis rentrée. Mes frères me cherchaient de partout. J'avais complètement oublié que j'étais assez spéciale. Mais bon, quelque part, on a un certain âge et on se dit, bon, c'est pas toujours le cas, etc. Voilà. On a quand même cette âme d'enfant. On veut jouer, on veut s'amuser. Il y a des choses qu'on ne mesure pas. Je suis rentrée dans cette pièce-là. Et j'attendais, je voyais mes frères courir en train de me chercher. Tout d'un coup dans la pièce. Pourtant, j'avais laissé la porte entrouverte. Je n'étais pas restée dans le noir pour ne plus rien voir. C'était vraiment légèrement entrouvert, donc je pouvais voir la lumière du couloir. Tout d'un coup, la pièce est devenue plus sombre au fur et à mesure. Plus sombre, plus sombre. Et j'ai commencé à comme être envahie de ténèbres ou de quelque chose. Et là, j'ai entendu une voix me dire à l'oreille, mais vraiment me chuchoter à l'oreille, tu es revenu. Ah, DNG, je vous assure les amis. J'ai couru. Je pense que de toute ma vie, courir comme ça là, j'avais pas encore couru comme ça. J'ai couru. J'ai couru tellement que, on dirait que le couloir là, c'était la piste de course de je ne sais pas. J'ai couru. Toutes les personnes qui étaient devant moi, je les ai éclaboussées, bousculé tout le monde. Je suis sortie de la maison. Et je suis restée. J'ai senti vraiment à ce moment, et je suis restée à penser à l'expérience qui était passée en fait. J'ai senti quelqu'un qui s'est rapproché de moi. J'ai senti comme des personnes qui savaient que dans la maison, il y avait quelqu'un qui pouvait les sentir réellement. Et comme j'étais partie à un temps, parce que, comme je vous disais, la première personne que mon oncle avait mis dans la maison, à un moment donné, elle est partie, puisqu'après ça s'est brouillé un peu avec mon oncle, et puis voilà, il a dû mettre d'autres personnes. C'est cette personne-là qui s'était chargée des travaux, de construction de la maison, etc. Mais je vous assure que c'était une expérience qui m'a fait frissonner tout le corps. Mais j'ai senti comme si... Mais que, je sais pas. C'était comme si ces personnes-là me connaissaient, savaient que je pouvais les voir. Et donc tout ce que je vivais au quotidien dans cette maison n'était pas faux, en fait. Tout ce que je pouvais sentir, les fois où j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me poursuivait, et quand je restais au milieu du salon, je courais rapidement si quelqu'un me laissait. J'avais toujours peur, comme si quelqu'un essayait de rentrer en contact avec moi tout le temps. Et je suis sortie de la maison, j'ai attendu mon oncle et j'ai commencé à lui en parler. Et pour les autres qui avaient déjà aussi vécu quelque chose, on lui en parlait. Lui-même, il sentait que l'atmosphère était tellement lourde dans la maison, c'est là, à un moment donné. On a appelé des pasteurs et pasteurs qui sont venus, ils ont parlé, et puis bon, on n'était pas convaincus. Et finalement, il a appelé des féticheurs qui sont arrivés. Quand les féticheurs sont arrivés, je vous assure, une maison qu'il avait fait construire par quelqu'un qu'il imaginait de confiance, cette personne-là avait mis des esprits, des entités dans la maison. Le féticheur a commencé à déterrer des choses qui s'étaient implantées dans la maison. Des trucs mais vraiment bizarres avec plein d'aiguilles, etc. Emballés mais vraiment étranges. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Des protections bizarres. Dans le coin de la maison, ici et là, cachées dans certaines choses, plein de trucs tout au long de la maison, déterrer des choses dans le terrain que ce gars-là avait fait. Et quand il était parti, il n'avait pas pris le temps de partir. Il avait des peaux de panthère dans la maison ici, etc. Toutes ces choses ont été enlevées.
Ils ont fait leur truc, après ils ont fait leur cérémonie, partout dans la maison, où lever les torches indigènes, partout mettre pour faire fuir tous ces esprits qui étaient là et qui étaient censés protéger la maison. C'est à un moment jusqu'à ce que, en fait, le féticheur, il nous avait carrément dit que voilà ce qu'il a fait. Il a mis des esprits de panthère, il a mis tel esprit, tel esprit. En tout cas, il nous a dit beaucoup de choses. On était choqués. Mais vraiment, il était choqué que son ami qu'il connaissait depuis très longtemps, à qui il avait osé faire ça alors que c'était même pas sa maison. Et qu'à la longue, vraiment, si on était resté avec ça, ça serait mal passé pour nous, en tout cas dans cette maison. Et que c'était aussi un moyen pour lui de garder le contact, de toujours observer son ami de là où ils étaient, malgré le fait que l'amitié s'était un peu cassée. Excusez-moi. Donc du coup, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et le féticheur, à un moment donné, quand je suis arrivée, pendant qu'ils étaient en train de parler, parce que nous on les écoutait cachés, allez, vous voyez les enfants, on n'a pas toujours le droit d'assister à ce genre de choses, donc on les écoutait cachés quelque part. Et puis à un moment, je suis sortie, il m'a observé, il m'a dit viens. Il a dit ouais, cette petite, elle a vraiment la tête ouverte. Et il leur a raconté combien de fois ces esprits-là voulaient me faire des choses, etc. Plein de trucs. Et que voilà, qui devait m'écouter, plein de trucs comme ça, etc. Donc c'est pour dire à tous nos frères de la diaspora, toutes les personnes qui sont à l'étranger, faites attention. Parfois, on a envie de construire, on ne veut pas confier à la famille, ou parfois on veut même confier à la famille. Vous ne savez pas à qui vous confiez vos maisons. Il faut vraiment faire très attention à ça. Et la nécessité toujours de prier quand vous arrivez dans une maison, même si c'est la maison que vous avez construite vous-même. Vous ne savez pas qui reste à l'intérieur. Donc, merci beaucoup et au revoir. Merci pour l'histoire. Voici maintenant la dernière histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Laissez des likes, commentez, partagez, ça ne coûte rien. Un like, un commentaire, ça ne coûte rien. Faites-le s'il vous plaît. Dernière histoire. Bonsoir et bonne heureuse année d'avance. Non, et bonne heureuse année. Et je remercie l'équipe de DMG parce qu'au moins ça nous pousse à ne plus faire confiance à nos propres parents, surtout l'histoire des sœurs qui se sont partagées le slip. Ça m'a vraiment frustrée parce que je suis une adepte à ça. Je partage beaucoup les habits avec mes cousines, mais en tout cas ça m'a vraiment fait réfléchir. Donc mon histoire, c'est l'histoire de ma meilleure amie. Je vais donner comme nom Paul. C'est l'histoire de Paul, une amie d'enfance avec qui nous sommes allés au lycée ensemble. Dans les ambiances, j'ai rencontré mon fiancé. Elle aussi avec le temps, elle a rencontré un jeune homme de bonne famille, aisé et tout, bien un homme d'un jeune de très bonne famille, Je préfère taire le nom du pays, mais c'est un pays de l'Afrique centrale. Donc, ils ont commencé une relation, ils ont fait une relation de 2 ans. 2 ans. Il allait présenter ma copine Paul à sa famille. Donc, le gars allait présenter sa copine chez ses parents. Donc, le père appréciait le beau-père l'aimait, il était des cadeaux, il payait même l'école dans les grandes écoles, les 2 millions, les 3 millions. Donc, 2 ans après, le beau-père a dit non, il faut déjà qu'on officialise des choses avec la pauvre fille. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, ça fait pratiquement 4 ans, bientôt 5 ans que vous êtes ensemble. Donc après, ils sont allés voir les parents de Paul, ils ont fixé la date du mariage. Et lorsqu'ils sont allés fixer la date du mariage, c'était vraiment un grand mariage. Ils se sont mariés. Je sais que c'était pratiquement un mariage royal. C'était vraiment fou parce que les parents ont vraiment mis du paquet. Je pense que sinon rien dépensé, non seulement c'était dans les 30 à 35 millions. C'était vraiment un mariage de ouf. Donc après le mariage, 1 mois après, ma copine m'appelle.
oh, ma couture. Je dis, non, je suis chez moi. Je suis chez moi. Bon, j'arrive, je dis, ah viens, je t'attends. Moi, je venais aussi à peine d'accoucher. Donc, lorsqu'elle arrive à la maison, elle était triste. Je dis, c'est comment? Que tu t'es mariée 1 mois, c'est comment tu es triste, tu n'es même pas joyeuse et tout. Donc, 1 mois, le mois a commencé, elle venait déjà régulièrement à la maison. Mon fiancé me dit que, chérie, ta copine là, elle vient à peine de se marier. Tout le temps, elle vient ici. Le matin, elle vient ici à 8 h, elle va retourner à 22 h. C'est comment? Oh, mais son mari ne va pas se fâcher. Oh, ce sont les bigos, je ne veux pas les problèmes. Après, on va dire que c'est toi qui es en tête, la fille d'autrui, bien parce qu'elle a déjà la baille, elle gonfle. Donc, ça, elle maigrissait, elle fanait. C'est comment? Ça, où un jour, je dis face, je dis que, Paul, Aya, c'est comment? Depuis que tu t'es marié, ça fait 6 mois. Tu ne brilles pas, tu ne ressembles à rien. Tu as fané, c'est comment? Alors que quand tu n'étais pas mariée, tu ressemblais à que tu étais belle. Et pourtant, tu as tout. Tu as les voitures, tu as les ménagères, tes beaux-parents t'aiment. On te paie l'école dans les grandes universités ici. C'est comment? Tu as tout, tu as tout, tu as tout. C'est l'enfant que tu veux. Oh non, mon mari ne me fait pas le bruit pour l'enfant. Et puis tu es encore jeune, tu n'as que 28 ans. Tu vas faire l'enfant et puis ton mari ne te fait pas la pression. C'est comment? Donc après, elle dit, oh, ma copine, il n'y a rien. Elle est retournée chez elle. Donc 2 jours après, elle est venue. Elle m'a toujours été à la maison. J'ai fait la table à mon fiancé. J'avais l'enfant. Bon, ça, mon mari, là, mon fiancé, allait au travail. Elle et moi, j'ai dit, moi, je suis en train de repasser. Je suis dans la chambre. Donc, je rentre. Je suis dans la chambre. Je commence à repasser. Après, elle me lance une parabole. Elle me dit, oh, tu es à l'aise, tu es heureuse. Oh, tu es jolie. Depuis ton mari, ton fiancé prend soin de toi et de l'enfant. Tu es belle. J'ai dit, oh, comment tu me dis ça? Toi qui as tout. Moi, je repasse. Toi, tu as un ménager. Toi, tu as tout. Seigneur, tu as quel problème? Moi, je t'envie même. Avec tout ce que tu as le luxe et tout et tout. Tes beaux-parents sont hauts, machin. Tu roules dans les Range Rover. Tu as les voitures de 40 millions et tout. C'est comment? C'est là où elle commence à pleurer. Elle commence à fondre en larmes. Elle joue qu'elle a commencé à pleurer de pleurer. Elle a commencé à pleurer. C'est comment? Pour parler, elle n'arrivait pas. Je dis non, parle. Dis-moi ce qui se passe. C'est là où elle a commencé à me parler que, ma chérie, 1 mois après le mariage, mon beau-père est venu à la maison. Avec ma belle-mère. Ils ont fait asseoir, mon mari nous fait asseoir. Ils ont dit qu'il faut déjà passer à l'abattoir. C'est là où j'ai dit, passer à quel abattoir? Ils ont dit à mon mari, tu connais le rituel. Je dis à mon mari, quel rituel? Donc je ne savais pas. Le rituel, c'est que mon beau-père devait coucher. Mon beau-père doit coucher avec moi. Donc il part dans leur famille, la famille dans laquelle ma copine en mariage. Il a 4 garçons et 3 filles. Donc c'est que lorsque l'homme se marie, l'homme couche avec ses belles-filles. Et lorsque c'est la fille qui se marie, la belle-mère couche avec ses beaux-fils. Je vous dis, dans le monde, il y a des choses qui se passent. Après, ma copine dit, quoi? Donc, elle me dit, elle voit comment le visage, quand elle crie, elle dit, non, vous blaguez. Elle me dit, elle voit comment le visage du beau-père change. Celui qui était doux, celui qui lui fait des cadeaux, la brutalise, la trappe, la gifle. Donc, c'est qu'il ne doit pas être un viol. Elle doit accepter. Oui, bon, j'accepte. Elle doit dire oui, j'accepte. Parce qu'elle ne faisait que dire non, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne peux pas coucher avec le père de mon mari. Ça, c'est de la sorcellerie, je ne peux pas. Ça, le mari lui dit, et la femme, non, tu es venue, une fille de je ne sais que tu as trop quoi. Donc, tu penses que quand tu es rentré ici, on t'a payé l'école, les millions de francs CFA. Tu as une voiture de 40 millions. Tu vis dans une maison que je ne sais même pas, dans ta vie, tu savais même que tu devais vivre dans une maison comme ça. Et pour toi, tu pensais que tu étais trop belle, que c'était la vie en rose, quoi. Maman, tu dois payer le prix. Et payer le prix, c'est ça. La richesse que tu vois dans notre famille, là, c'est ça. La première base pour rentrer dans mon mari,
dans notre famille, il faut que le beau-père couche avec toi pour prendre la domination sur toi et pour prendre ce que tu as. Après, ma copine est restée comme ça. Elle dit oui. Donc, j'ai appris qu'il y avait des sectes. Donc, la secte existe vraiment. Et tu dois rentrer dans nos choses. Ma copine a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça fait 5-6 mois, je ne peux pas. Cette fille-là au quartier, non. Elle était déjà ce qu'on appelle en haut. Je pense que dans notre génération, c'est celle-là, oui. Elle est en haut. En haut. Elle est en haut. Elle était devenue hautain, orgueilleuse. Mais moi, j'étais orgueilleuse. On avait plus le temps de quelqu'un. Donc, Dieu peut élever, Dieu peut rabaisser. Quand Dieu vient la rabaisser, là, non, c'était faux. Elle est revenue dans la mariée, a dit, si tu n'acceptes pas, le beau-père a dit, soit tu meurs, si tu acceptes de coucher avec moi, tu as la vie. Si tu n'acceptes pas de coucher avec moi, tu meurs ou tu deviens folle. Donc, c'est là où elle arrive. Elle me dit, on va faire comment? Je vais dire quoi? Parce que lorsqu'elle va expliquer ça à sa mère lui dit d'accepter. On a déjà pris la dot, plus de combien de millions? On va rendre ça comme on a déjà fait les examens. Mais non, la mère de la fille, il faut accepter. Et l'enfant dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où l'homme a... Parce que quand elle vient me voir, je dis non, moi je n'ai qu'une seule issue, moi c'est Dieu que je connais. Donc je vais t'emmener quelque part. On va chercher à des hommes de Dieu loin. Nous sommes allés dans une église là où je prie. Le pasteur a parlé du non. Quand on t'a épousé, on t'a acheté. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque tu es rentré dans ce mariage, on ne savait pas que tu n'as pas accepté le deal, tu n'as pas dit oui, après tu n'as pas accepté le pacte, que oui, j'accepte de coucher avec ton père après le mariage. Donc c'était ça. Donc c'était délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance, délivrance sur couper les liens, délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance. Donc après sa délivrance, parce qu'ils ont su qu'elle avait déjà commencé à couper les liens. Donc c'est là où les parents sont venus. Après, elle est retournée, elle allait une petite chambre, ça où le gars l'appelle. Elle avait quand même des économies et tout. Avec ce que ses amis l'ont donné pendant le mariage et tous ces cadeaux. Donc après sa délivrance, le gars l'appelle, son mari l'appelle, au nom, viens me retrouver dans tel endroit. Mais le pasteur l'avait déjà dit ça, que ton mari va demander le divorce. Le mari l'appelle, elle se retrouve. Non, je suis dans un quartier, viens me retrouver. Après, elle est partie, elle a retrouvé son mari. Son mari lui a remis les papiers du divorce. Elle a signé les papiers du divorce. Après, le mari lui a dit non, pour la dot, tu peux laisser parce que c'est moi qui ai demandé, c'est moi qui t'a repudié. C'est comme ça, c'est de ça que je voulais vous raconter. Et dire aux filles de faire attention. De faire attention. L'affaire qu'on veut, le mariage, là, il y a. Mes chéris, faisons attention. Faisons attention. Avant d'accepter d'épouser, il faut d'abord prier, demander à Dieu si c'est le bon. Si c'est pas... Et dans cette famille-là, donc ça veut dire que cet homme-là a 4 filles, donc ça veut dire les 3 femmes de ses fils. Il a couché avec les 3 femmes de ses fils. Et donc 2 de ses fils sont venus que la belle-mère aussi a couché avec les beaux-fils. Et cette famille-là, ils ont une emprise sur leurs beaux-fils et leurs blessants. Les filles font leur vie, les filles sont mariées, elles voyagent, pas de... Non, je vous dis que non, cette famille, elle nous dépasse. C'est une famille, vraiment, mais c'est juste que nous, on voit juste les Range Rover, le luxe et tout. Ma copine, elle est retournée, elle a recommencé sa vie à 0. Elle est retournée, elle allait louer une petite chambre. Elle est là, elle a accepté son Dieu. En tout cas, c'est l'histoire que je voulais vous raconter. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Partagez, commentez, likez. Merci à tous les abonnés qui sont toujours scotchés là, les fidèles à la page. C'est vous qui donnez la force. On se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo.
et merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. Bye bye.